Et yo. Non, non, c'est notre émission. Polémique. Comment tu peux dire que Denzel Washington est un grand acteur? Pardon, excusez-moi. Avec l'accent. Bonjour à tous. C'est Temps Mort, ton magazine préféré de basket. Oui, je le dis, c'est le préféré, ça y est. On a 3 épisodes et déjà les mecs se déclarent les préférés. En tout cas, c'est un magazine qui parle de basket avec passion. Et on parle du basketball et de sa culture. Merci à tous pour tous ceux qui nous ont déjà suivis. Merci pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Moi, c'est DJ Flexta, un petit mec qui fait quelques vidéos, tout ça. À ma droite, non, pas petit, un mec, voilà, attention. À ma droite, j'ai Mick Mills, Beverly Mills, voilà, Patty Mills, Paul Millsap. Comme il l'a dit, hein, je pense que les surnoms vont commenter au fil des émissions. On verra bien c'est quoi le meilleur. Hein. Exactement, c'est un peu la marque de fabrique. Hein, ouais, exactement. À ma gauche, le meilleur shooter que je connaisse, un homme merveilleux, un homme magnifique, un dandy, un prince, un duc, un marquis, non, un tsar. Angelo Tsagarakis. Merci monsieur. Mais l'homme qui n'ose pas se présenter correctement, c'est un homme avec des valeurs inflexibles. Et c'est donc un homme flextable. Ouais. Ah, pas mal. On il y a pas mal. Merci beaucoup. De mieux en mieux, là. Exactement. Dites-nous dans les commentaires si vous en avez 2-3 à nous soumettre. On les mettra en avant, on va faire un merch et tout. C'est pas facile avec Flexta quand même. Hein. Flexta, avec le Bougarno, c'est plus simple. Avec Flexta, c'est quand même compliqué. Exactement. Là, mais dis-moi. Non, il en manque un, je pense. Non. De quoi? On s'est présenté. Non, mais on va surtout parler de notre invité. Exactement. On va présenter l'homme tel qu'on doit le faire. Exactement. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec un illustre personnage. Un illustre Knicks. Un Knickerbockers, comme on dit, pour ceux qui savent. Exact. Un homme de médias. Exact. Un homme érudit. Faux. L'un des hommes les plus intelligents que je connaisse. C'est faux. Une prestance, un charisme, une connaissance du basketball et de ses rouages et de ses mécaniques incroyables. L'homme qu'on appelle Ngueran. Mais alors ça me fait très plaisir parce qu'on dirait vraiment que la vraie personne que tu as présentée n'a pas pu venir. Mais pour l'instant, c'est moi, en effet, fan des Knicks, d'où le orange et le bleu. Exact. Même si en réalité je me vois sur le retour. Je ressemble à quelqu'un qui est venu vous convertir à la Nation of Islam. Et ça, c'est important. C'est une nouvelle idée éditoriale que je vais bientôt apporter. Magnifique. Exactement. Et en plus de ça, on m'a respecté puisqu'on m'a donné de l'eau et des feuilles pour prendre des notes. Alors que je ne travaille pas là, excusez-moi. Et voilà. Mais pour l'instant, j'ai quand même écrit 2 choses. DJ Zone Flextatum et Jill Flextarenas. Voilà, ça, c'est rajouté à la liste, les gars. Non, mais vous voyez, c'est pour ça qu'il est là. Ouais, comment, un homme de qualité comme ça. Non, mais franchement, merci pour les AKA, tout ça. Si ça pouvait Par se contre, je convertir. voulais juste te dire très déçu parce que t'as dit à côté de moi, il y a un mec très beau qui shoot hyper bien. Je pensais vraiment que tu parlais de moi. Et ça me fait vachement de mal. C'est vrai. Pour l'instant, ça me fait mal. Mais normal. Il y a Angelo qui a la concurrence. Il est relou. Laisse tomber des concours de shoot avec lui. Bon, bref. Je vais pas parler de PTSD. Programme chargé aujourd'hui, on a beaucoup de choses à évoquer. Il s'est passé beaucoup de choses en Betclic Elite, en NBA. Il y a des rumeurs, il y a des choses qu'on doit évoquer, etc. Donc, sachez que sur Temps Mort, on va parler de tous ces championnats-là, aussi de la balle, la Basketball African League. On vous prépare des petites choses intéressantes là-dessus. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous avez de l'appétence pour ce sujet-là. De toute façon, même si vous voulez pas, on va le faire quand même. Et puis, s'il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, surtout. Parce que ce qui est intéressant, surtout avec le format prolongation, c'est qu'on peut aller en long et en large. On peut prolonger, certes, mais on peut surtout aller en long et en large sur des thèmes qui sont un petit peu intemporels ou qui sont dans l'actualité, au choix. Et en plus, profitez-en parce que vous avez quelqu'un qui a quand même une expérience professionnelle que tout le monde n'a pas dans les médias basketball. Et si vous avez des sujets niches, des trucs importants, parce qu'il y en a pas beaucoup, des sujets qui expliquent. Souvent, on explique tout en disant ouais, mais tu comprends. Après, ça reste là. Ouais, mais bon, la NBA, c'est les meilleurs en marketing. Voilà, ça finit. Fin d'analyse. Mais non, on a quelqu'un qui est capable de dire des choses. Donc vas-y. Comment marche le basket au lycée? Ça, par exemple, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu le sais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas mal de choses qu'on peut explorer, c'est clair. Bah écoutez, Betclic. Il s'est passé des choses dernièrement. On avait parlé de Monaco, on a parlé du Mans. Il y a eu justement, en plus là, alors on parle, il y a eu Paris-Le Mans cet Ouais. après-midi, là, un match très offensif.
avec une victoire de Paris, malgré une très très grosse adresse du Mans. Et là, on sait qu'il reste quoi, un mois, c'est le dernier mois avant les playoffs. Je pense qu'on sait que les cadors comme Monaco, Paris ou Lasvel vont prendre leur ticket, etc. Mais là, on sait qu'il y a beaucoup de surprises. On sait qu'il y a les équipes commencent à se battre beaucoup, donc on sait qu'il y a les play-in. On sait que n'importe qui peut battre n'importe qui à ce moment-là de l'année parce que tout le monde a envie de prendre sa place pour les playoffs. Et on sait que ce qui va être important aussi, on a dit, c'est les places, parce que les places vont notamment jouer par rapport à jouer à domicile, jouer à l'extérieur, et on sait que ça peut avoir un énorme impact sur le résultat final. Donc je pense que là, comme on l'avait déjà dit dans des émissions précédentes, je pense que déjà cette année-là en Betclic Elite, je pense qu'on s'ennuie pas du tout. On s'ennuie pas du tout. On a quand même des équipes qui tiennent le standard. On a des matchs, quand on dit des matchs dimanche après-midi, on sait qu'on a les matchs chocs, on va dire, les matchs du week-end. On sait que on est rarement déçus cette année. Je trouve qu'il y a vraiment pas mal de confrontations, que ça soit, on le dit, on en parlait, soit pour les premières places, que ce soit les places qualificatives, le 7e, 8e place, etc. Et je pense que vraiment là, dans un mois, quand on verra le classement, peut-être qu'il y aura des petites surprises, je pense. Tu penses que ça peut bouger? Non, après. Qu'en pensez-vous, Angelo de Sagarakis? Bouger dans le haut du tableau, au niveau du top 4, je ne pense pas. Je pense que c'est assez établi. Après, qui aura l'avantage du terrain jusqu'au bout? Il y a quand même beaucoup d'enjeux sur les matchs à venir, notamment pour une équipe comme Lasvel qui va pouvoir se concentrer exclusivement sur le championnat, qui n'a pas de play-off ou de play-in Euroleague à disputer. Les coupes d'Europe se terminent. On sait que Cholet est sorti de son aventure FIBA Europe Cup malheureusement, tombé contre le PAOK Salonique. Donc j'étais un petit peu partagé, je vais pas vous mentir, quand il y a eu ce match-là. Franco-grec, oui. Bon, mon cœur a souri, donc mais le PAOK qui a fait l'exploit quand même d'aller remporter ce match à la Mairie de 2 points, mais c'était une série fantastique. Les 2 matchs étaient extrêmement indécis. Victoire d'1 point sur le parquet du PAOK. Derrière le PAOK qui gagne de 2 points. Donc Cholet qui va aussi quelque part pouvoir se recentrer sur la Betclic, mais dans quel état d'esprit? Parce que quand on perd à la maison la possibilité de faire une finale européenne, ça peut-être avoir un impact, ça peut laisser des traces, donc à voir comment ils vont rebondir du côté de Cholet, mais pour l'instant ils sont installés dans ce top 4 depuis de très très longs mois, donc ce serait assez étonnant de les voir en sortir. Lasvel qui est à égalité de défaite avec un match en moins avec Paris. Monaco devrait finir premier de manière assez évidente, mais attention parce qu'il y a qu'une victoire, il y a qu'une défaite d'écart avec les 2 poursuivants, donc le top 4, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les play-in. On a des équipes comme Nancy qui ont été vraiment très intéressantes sur des périodes qui ont des petits coups de moins bien. Il y a Dijon, il y a Chalon-sur-Saône, et puis il y a aussi la bataille pour la relégation. Éviter la relégation, on a Le Portel, on a Limoges qui est toujours pas mathématiquement sauvé, et puis Gravelines-Dunkerque, et au final on aimerait que personne ne descende, quoi, parce que toutes ces équipes sont des institutions de la Betclic, et donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se concentrer. Donc la Betclic Elite, championnat à 3 vitesses, il y a le top 4, il y a le groupe de play-off et de play-in, et puis il y a la bataille pour la descente. C'est assez standard, mais passionnant. Absolument passionnant. Même si là, j'ai l'impression qu'il y a presque un format Euroleague. C'est-à-dire que là, il y a un côté... je veux dire, juste dans le suspense, c'est-à-dire que là, il y a le côté chaque match compte. Ouais. C'est-à-dire que là, presque plus que des saisons précédentes. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un peloton de tête qui est ultra resserré. Ouais. Et il est très dense. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu... Enfin, que ça fait déjà quelques temps que c'est... Souvent, on a quand même... Ça se détache encore plus. Mais t'as entièrement raison, mais pourquoi est-ce que maintenant on a cette... Tu peux t'arrêter là, j'ai entièrement raison. Ça, c'est ce que... Ouais, mais... Mon émission est un succès, voilà, c'est bon, je peux partir. Non, mais au-delà de ça, t'as vraiment Paris qui s'impose. Comme maintenant un fer de lance de notre championnat, et désormais aussi une cylindrée costaud d'Euroleague et du paysage européen, puisque en plus il y a confirmation qui seront membres de l'Euroleague la saison prochaine. On a les 2 ogres Asvel et Monaco, mais maintenant c'est un trio, c'est un dragon à 3 têtes. Exactement. Et puis t'as des équipes comme Cholet qui confirment un début de saison tonitruant et qui durent tout au long de la saison, sachant qu'ils ont aussi le calendrier européen. Alors ce n'est pas l'Euroleague, on n'est pas en train de comparer, mais tout de même
il y a le rythme des matchs avec l'accumulation de fatigue et autres. Exactement. Le risque de blessure et tout. Exactement. Donc, ils tiennent bien le choc. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, on a vu cette équipe du Mans qui gagne. Il y a aucune des grosses cylindrées qui, pour l'instant, n'a gagné un trophée. Ouais. Et c'est ça que je voulais dire. Par exemple, on parle de Le Mans qui est pas dans le top 4, mais qui, face aux grosses équipes de, justement, le trio, s'en sort plutôt bien. Par exemple, Monaco ils ont perdu contre Paris. Mais ils avaient gagné le match aller. Donc, ils avaient gagné le match aller, ils perdent le match retour. Ils ont battu Monaco lors du match aller. Il y aura un match retour. Ils ont battu Monaco par 2 fois déjà en finale de Leaders Cup et puis après pour se qualifier en finale de Coupe de France. Exactement. Donc, voilà, c'est un championnat qui est très dense. Et même à l'échelle européenne, on a Nanterre qui est encore en lice en BCL, donc en Basketball Champions League. Dijon a failli également se qualifier en finale de FIBA Europe Cup et Dijon s'est écroulé, plus 20 au match aller, moins 30 au match retour. Mais ils sont là. C'est-à-dire qu'on a quand même une réelle présence sur la scène européenne, même des équipes qui sont un petit peu en dessous, ventre mou du tableau et qui performent à l'échelle européenne. Donc c'est quand même la Betclic Elite est vraisemblablement un championnat top 4 européen avec une légitimité qu'on n'avait pas eu par le passé. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir notre championnat local qui progresse avec cette dramaturgie, ce narratif, justement, c'est un championnat en plus comme on a dit, qui se porte très bien. Et en plus, on le voit aussi sur la scène européenne. Comme on a parlé de l'Eurocup, etc., mais même en Euroleague. En Euroleague, on l'avait déjà dit, on en avait déjà parlé précédemment. On sait que c'est des équipes où les matchs sont très intéressants à regarder aussi. Donc, c'est intéressant aussi de savoir que il y a beaucoup de matchs la semaine, des fois 2 à 3 matchs par semaine. On peut regarder la qualité de nos équipes françaises. Et je pense que justement, ça va continuer, je pense, d'année en année à prendre du niveau comme ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, top 4, espérons peut-être dans plusieurs années, on sait pas quand ça va passer, atteindre peut-être le top 3, on sait jamais. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est une conversation, mais c'est de bonne augure. En tout cas, on est sur le chemin. Voilà. Exactement. Je me permets, j'ai plusieurs questions. Parce que je vous écoute religieusement, j'ai plusieurs questions. D'ailleurs, ça peut être des questions auxquelles vous n'allez pas répondre, mais qui peuvent même peut-être faire le sujet de vidéos futures. Vous êtes en train de décrire un championnat qui est serré, qui est intéressant à regarder. Ouais. Où est-ce qu'on le regarde? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de chaînes qui mettent qui posent merci. Mais vraie question. On est là, Wembanyama, meilleur joueur, machin. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a personne, même l'équipe TV qui achète, ils s'achètent tout, l'équipe TV. les caisses de chariots là qui roulent le truc. Passe de la pétanque, frère. Passe de la pétanque. Mais moi, Bourg-en-Bresse seulement si tu mets de la pétanque. Non, mais tu vois, il y a une vraie question. C'est pourquoi est-ce que ça fait des années qu'on est infoutu d'avoir une vraie couverture médiatique, même si sur YouTube ça se passe, il y a des nouveaux venus qui arrivent. Et puis même, tu vois, je pense à Trash Talk et First Team qui sont quand même aujourd'hui installés et tout, qui parlent de basket. Et alors il y a DAZN. Voilà. Jusqu'à quand? Non mais tu vois ce que je veux dire. Merci beaucoup. Non mais c'est très bien, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand et pourtant le basket c'est le deuxième sport avec en nombre de licenciés, en nombre de kiffs. Mais c'est vrai. En plus, troisième. Le deuxième c'est l'équitation, s'il te plaît. J'ai pété ma tête. Mais c'est le deuxième en sport collectif. En collectif. Deuxième sport collectif. Ce qui est dommage aussi, en appuyant là-dessus, c'est que on est sorti des JO de 2024. On sait que voilà, c'est l'année des JO et en termes de JO, on a fait 2 finales. 2 finales et deux matchs. Et 2 fois de suite. Ouais, et deux matchs très serrés en plus. C'était 2 matchs très intéressants. On sait que on va se dire la vérité. La finale. À aucun moment on pense qu'on la gagne. mais t'as raison. Masculin possible. Après. Masculin, les filles, oui. Oui, les femmes, oui. Voilà, exactement. Et c'est dommage qu'encore une fois, là, on n'a pas encore, le problème, c'est qu'avec les droits télé, etc., c'est dommage qu'on n'arrive pas encore à étendre la médiatisation du basketball français à de nombreuses personnes qui pourraient regarder et qui pourraient être intéressées par ce sport-là. Parce qu'en fait, dès que ça passe à la télé, les gens, ils aiment, en fait. Bien sûr, après, ça... Mais ça c'est une autre vidéo. Ça, c'est un autre sujet. Mais tu vois, ça peut être un sujet. Est-ce qu'il y a un vrai sujet sur les médias, exactement? Qu'on traite de la couverture médiatique du basketball français, parce qu'effectivement, là, tu t'as mis le doigt sur quelque chose de très important. Moi, je vous explique, là. Moi, je suis invité. Je fais toutes les émissions. Je suis pas venu comme invité. Moi, je veux m'imposer. J'adore. Tu es chez toi, je suis 1h45 pour venir, j'adore. Sans être pas dans le train. Non, et autre question, là, comme ça, là, juste pour finir ces écrans, là, si ça reste, vous dites que
Le Final Four de playoff, c'est qui aujourd'hui? C'est forcément les gros? Il n'y a pas une surprise? Alors, tu peux avoir une surprise. Le problème... je veux un nom, je veux pas une explication sensée, je veux un nom, je veux du risque. Alors le risque, on a traité déjà d'un candidat à la surprise qui serait Le Mans. Ouais, Le Mans qui a un écriteau gros comme pas possible, en mode troublion, upset, prêt à taper les gros, prêt à jouer les yeux dans les yeux avec les grosses cylindrées, parce que c'est une équipe qui shoot bien et qui peut avoir des gros coups de chaud et qui en plus s'identifie vraiment à la philosophie du coach Guillaume Vizade. Ouais. Tu sens qu'il y a une alchimie au sein de cette équipe, et d'avoir justement ce rythme et cette non-pression quand tu fais face à un match-up face à des favoris, c'est ce qui explique un petit peu leur parcours en Leaders Cup. C'est ce qui explique aussi le fait qu'ils sont encore en vie en Coupe de France et qu'ils sont potentiellement en position de gagner 2 trophées alors qu'ils sont que 6e du championnat. Une équipe comme Cholet reste une équipe tout à fait légitime pour un dernier carré. Donc, moi, la seule question, c'est dans quel état physique sera l'Asvel. Est-ce que le retour des blessés et le retour en rythme des joueurs qui ont un peu moins de compétition dans les jambes cette saison aura un impact ou pas? Mais évidemment que pour moi, d'aller chercher Paris ou Monaco sur une série à 5 matchs, hell no. Hell no. Il n'y a pas, pour moi, ça, c'est... alors après, l'Asvel reste aussi une équipe, si je les vois en finale, je suis pas surpris, je suis pas non plus choqué profondément. S'ils ont plus l'Europe. Voilà, ils ont plus l'Europe et ils ont le retour en forme des mecs qui étaient un peu moins bien physiquement. Et les vieux roublins, l'expérience. Et puis aussi avec le coaching de Pierrick Poupet, avec la dynamique à cette équipe, n'oublions pas que malgré le fait que techniquement ils ont plus rien à jouer cette saison en Euroleague, ils sont allés taper. Ils sont allés taper les gros, ils ont enchaîné 2 victoires d'affilée. Il y a eu Dolan Herod qui est venu en plus pour regarder ça de près, donc c'était bon. Moi, l'Asvel, c'est une équipe que je refuse de considérer comme étant out de la conversation. Mais une équipe hors ce trio, moi, je signe non. Je ne vois personne venir prendre une place à une de ces 3 équipes. Okay. Après, qui sera la 4e qui rejoindra les demi? Pour toi, ça se joue entre Cholet et Le Mans. Si t'avais une pièce à mettre là comme ça, tu la mettrais sur Le Mans? Écoute, non, je mettrais pas particulièrement sur Le Mans plus qu'autre chose, parce que Bourg-en-Bresse reste quand même une équipe très quali. Moi, je pensais plutôt. Mais tu penses aux équipes qui peuvent avoir des gros coups de chaud au niveau de l'adresse, et ça peut faire la différence. Maintenant, ce qui remet un petit peu les choses dans un contexte où il faut aussi être pragmatique, c'est que c'est pas des matchs coup près. Et la raison pour laquelle Le Mans réussit, c'est qu'ils ont réussi à faire les gros matchs le bon soir. Exactement. Sur une série playoff, avec la fatigue, avec aussi le scouting, avec le fait de devoir reproduire les mêmes performances face aux mêmes adversaires, il y a une profondeur de banc peut-être plus intéressante du côté de Bourg-en-Bresse que de côté du Mans, peut-être. Bon, voilà. La 4e équipe, vous choisissez votre favori, vous choisissez votre préféré, vous soutenez votre équipe, et puis il n'y a pas de souci. Par contre, le trio de tête, là, difficile à bouger. Ouais, c'est clair. Mais justement. Transition parfaite. On parlait de Paris parce qu'ils sont 2e et parce qu'ils sont très performants cette année, etc. Notamment grâce à l'un de leurs prodiges. En préparant cette émission, on a vu sur les réseaux twitteriens, comme on dit, sur des réseaux basket, une rumeur sur la twittosphère, exactement. Une rumeur qui enverrait Nadir Rifi à Monaco, du côté de Monaco, les Rocker Boys. Et je sais pas. Alors, clairement, je sais pas si c'est pas de l'intox pour perturber un petit peu la fin de saison. Et Léo joueur partant. C'est ça en fait. Je pense que là où ça ressemble à peut-être une info, parce que rien n'a été confirmé. Alors on vous parle, c'est que justement Elio Kobo, justement, il est sur le départ apparemment. Enfin, c'est la dernière année de contrat. Il faut quelqu'un pour le remplacer. On sait que Monaco joue le titre à chaque fois. Veut jouer aussi le haut de tableau aussi pour l'Euroleague. Et Nadir Rifi, qui a que 22 ans, alors on parle, lui aussi, je pense que il veut aussi gagner des trophées, il veut aussi faire quelque chose. Est-ce que ce serait pas un bon move pour lui? Après, en termes de Paris, Monaco, c'est... Mills, pour lui, c'est un move magistral. Ouais, tu parles en termes d'évolution de carrière, tu passes du Portel à Paris,
tu fais l'Euroleague et derrière tu vas signer dans la plus grosse cylindrée française qui est aujourd'hui 4e en position potentiellement de même venir se glisser 3e. Il reste encore un match et donc mathématiquement c'est même pas terminé à ce niveau-là. Et puis surtout Monaco est en passe de sécuriser l'avantage du terrain en play-off. On sait à quel point c'est essentiel en Euroleague. Oui. Donc au niveau de sa carrière personnelle, on sait aussi que lui, son objectif final, c'est la NBA. Ouais. Donc, tu veux forcément te mettre dans les meilleures conditions possibles et évoluer dans les meilleures équipes possibles. Exactement. Donc, si c'est à l'échelle française, maintenant, vu la saison de Paris, vu le nouveau standing de Paris, si c'est pas Monaco ou l'Asvel, qui reste légitime dans cette perspective-là, mais à l'heure actuelle, dans l'organigramme français, c'est Paris-Monaco. Je le vois pas aller là-bas. Voilà, mais pour moi, dans un move d'évolution positif, dans une progression, bah, si c'est pas Monaco, c'est l'étranger. Et c'est l'étranger dans un club au tableau, ouais, qui joue l'Euroleague et puis un club qui a un nom. C'est-à-dire que tu pars pas à l'Alba Berlin. Tu quittes Monaco pour partir à l'Alba Berlin. Pas des respects à mes amis allemands, hein. Mais à Alba Berlin, à Ivedersinn, et puis on passe à autre chose parce que le problème, c'est qu'on veut vraiment pour Nadir Hiffi le meilleur et qu'on souhaite que ce chemin, ce parcours qui l'emmènerait éventuellement en NBA, bah, passe forcément comme un Yabusele qui est parti au Real Madrid. Il retourne pas en NBA s'il est pas dominant dans une des plus grosses cylindrées européennes avec le plus grand prestige. Mais ça, en plus, c'est ça, hein, parce que, comme on l'a dit, il veut viser la NBA à bout d'un moment de sa carrière. L'équipe de France aussi. Bien sûr. On le sait aussi, l'équipe de France aussi. On sait que il a, je crois, 2 sélections, hein. Il a que 2 sélections. Et, je pense qu'il a ce petit truc où il a pas fait les JO, où, il a failli les faire, malheureusement, il les a pas fait. Je pense que ça lui reste un peu dans la tête où se dire, faut que je fasse un peu plus pour atteindre là. Et en signant à Monaco, ça peut être une bonne chose aussi. Mais maintenant, comme on a dit, hein, info, intox, on sait pas. Peut-être que là, on parle, on s'imagine. Mais justement, Ndiran, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, fumer sans feu. Moi, alors, le truc, c'est qu'il y a cette espèce d'histoire autour d'Eli Okobo, qui serait plus forcément, souhaité. Enfin, en tout cas, voilà. On sait pas exactement pourquoi, mais apparemment, encore une fois, c'est qu'en dira-t-on, en tout cas, si Eli Okobo part, il y a une espèce de truc naturel forcément, qu'elle soit fondée ou pas, il y aura une rumeur sur un arrière qui sera potentiellement Nadir Hiffi. Ce que tu dis, c'est en termes de carrière, c'est un move exceptionnel. Je pense que financièrement, c'est hyper intéressant parce que Paris n'a pas encore les moyens financiers de Monaco. Fiscalement, bien sûr. Ah, on voit les chefs d'entreprise. Ça, j'aime bien. La fiscalité, c'est important, les amis. J'aime bien. Bah, d'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment frauder le fisc, on peut faire un sujet. Ça, c'est un sujet. T'as mort. Défiscaliser. T'as mort. Comment? Non, mais ça, voilà. Ça, vous le dites en commentaire, ça. On vous vend un cerveau de ce genre de. Il y a des formations qui peuvent être faites. Non, financièrement, tu dis fiscalement, mais, c'est surtout, voilà, tu rejoins. Après, vous m'arrêtez si je me trompe. Potentiellement, si jamais tu vas à Monaco, tu rejoins, pour moi, ce qui est pour moi, peut-être le 2e meilleur effectif d'Europe. En vrai. Au niveau talent. Au niveau talent. Oui. En termes de résultats, mais ils sont très forts et tout, mais je trouve que, voilà, potentiellement, ça peut être le 2e effectif. Donc, toi, tu parles en termes de talent pur? Je pense que sur le papier, Olympiakos, Pana, enfin tu vois, ça se tient, enfin on peut à la marge avec le Pana, avec le Pana Olympiakos, okay. Voilà, Monaco, je pense que ça se joue vraiment à pas beaucoup. Il est pas titulaire à Paris. C'est la star de Paris, mais il est pas titulaire parce que le mode de jeu de Paris, c'est que de toute façon, ça change énormément Après, je pense que donc il est pas titulaire. Il sera pas forcément titulaire à Monaco, mais après à Paris. Il est pas titulaire, mais le jeu est aussi fait pour lui. Exactement. Il a des phases de jeu qui sont faits pour lui. Alors, je vais peu voir la Betclic League au stade, je vais voir tous les matchs d'Euroleague quasiment à l'Adidas Arena. Dire qu'il y a vraiment le moment où il y a le Wi-Fi, il y a 2 ou 3 Maodolo Wi-Fi time. Dire qu'on arrive, c'est les terroristes. Stop. Wi-Fi time. Dandy Gale, le speaker de l'Adidas Arena, je veux avoir ça maintenant. Je veux avoir ça maintenant. Et justement, c'est là où c'est intéressant parce que quitter Paris où t'as un cadre, quand il rentre, on sait que il peut faire offensivement, il fait quasiment ce qu'il veut. Tu vois, c'est à cet âge-là, on lui fait absolument confiance. Et il a démontré à plusieurs reprises qu'on pouvait lui faire confiance. Est-ce que c'est risqué aussi d'une part de laisser un endroit où avec TJ Shorts ça s'entend aussi super bien,
Pas du tout les mêmes joueurs, pas du tout le même type Exactement. de jeu, c'est ça qui est bien. Et justement, est-ce que justement ça peut être un risque ou pas justement? Je vais te répondre et je vais rajouter à ce que tu viens de mentionner. J'adore le fait que tu dises quand Nadir rentre sur le terrain, on joue pour lui, ou en tout cas le jeu est axé sur une dynamique qui lui permette de briller. Je vais vous faire un parallèle avec un joueur qui est diamétralement opposé, que ce soit au niveau de son morphotype ou de son profil de jeu. Skortsianitis, vous vous souvenez? Skortsianitis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Sophocles Skortsianitis Baby Shaq, qui avait été donc le bourreau de Team USA avec LeBron, Carmelo, Dwayne Wade au championnat du monde de 2006, qui était absolument injouable en 1 contre 1. On parle d'un morphotype d'un joueur de 145 kilos, absolument indéfendable. C'est moi en grec. C'est toi avec 40 cm en plus. Mais dans l'idée, pourquoi est-ce que je vous mentionne ce joueur-là? Quand il jouait au Maccabi, quand il jouait à l'Olympiakos, quand il a joué au Pana, peu importe où il jouait, il avait un temps de jeu limité parce que son cardio était compliqué. 145 kilos, il y a un poids. Faut le déplacer. Il y a de la viande à bouger. Il y a une remorque à tirer, mais il était extrêmement dominant. Donc, le coaching était simple. On va utiliser l'incapacité à défendre en 1 contre 1 sur ce joueur-là et le fait que ça va forcément créer des prises à 2 et autres pour tirer profit de ça, de la même manière qu'avec un Mustapha Fall à l'Olympiakos, on donne la balle au post-up, Mustapha en 1 contre 1, s'il y a prise à 2, ça ressort tir ouvert. Donc Nadir Ifi, dans son profil de jeu qui lui est trublion, presque en freestyle, énormément de prise de risque, 1 contre 1, tir en première intention, mais avec une capacité assez incroyable à rentrer des tirs venus d'ailleurs, une vitesse d'exécution qui met beaucoup de pression sur la défense, une intensité, une agressivité permanente dans même les courses qui mettent beaucoup en difficulté les défenses. Et donc, le fait que tu mentionnes ça est inhérent avec le profil et le contexte d'équipe dans lequel il devrait signer et pourrait signer. Maintenant, tu parles d'un risque. Vassilis Spanoulis est un des hommes les plus brillants, un des esprits basketballistiques les plus brillants qui existent sur cette planète. Ouais, il nous a fait suffisamment de mal. Déjà en tant que joueur. Mais la raison pour laquelle je vous le mentionne, il a été le coach de Peristeri. Qui est-ce qui a joué à Peristeri? Sylvain Francisco. Sylvain Francisco qui est un talent exceptionnel et qui est aussi un joueur très similaire à Nadir Ifi ou à Eli Okobo. Parce que c'est un joueur qui prend énormément de risques individuels, qui est extrêmement fort en 1 contre 1, mais qui a besoin de liberté. Si Sylvain Francisco, pétard ambulant, a été coaché par Vassilis Spanoulis et en est ressorti grandi, poli, métamorphosé. Pourquoi est-ce qu'un Nadir Ifi n'en bénéficierait pas à la même échelle? Et je pense qu'un Vassilis Spanoulis a tout à fait les qualités pour utiliser justement ce que tu as mentionné, les qualités intrinsèques à Nadir qui sont très 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 spécifiques. On en avait parlé déjà en coulisses, on en avait parlé en off. Nadir Ifi, tu l'utilises pas comme tu utilises n'importe quel autre joueur. D'ailleurs, quand tu le vois de temps en temps, quand ça lui arrive, où il doit remonter le ballon, et que quand c'est lui qui doit remonter, non. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est-à-dire qu'il se complique la vie, c'est pas instinctif parce que le principe de Nadir Ifi, pour ceux qui l'ont jamais vu, pour ceux qui l'auraient jamais vu jouer, je sais pas pourquoi vous regardez ça d'ailleurs. Le principe, c'est que c'est ça qui est fascinant surtout quand t'es au stade, c'est que il prend le ballon et tu le vois dans ses yeux, il ne voit pas pourquoi il va pas marquer. C'est le gars, il prend le ballon. Tu sais ce qu'on dit, il a jamais vu un tir qu'il a pas aimé. Mais voilà, c'est-à-dire que et pourtant moi j'ai vu des tirs qu'il a pris, j'ai pas aimé. Oh putain. Il en a mis beaucoup, il en a raté certains. Bah, c'est ça en fait. Ce que je veux dire, mais par contre, là où je rejoins Mills sur l'histoire du risque, pas forcément le risque, mais en tout cas, ce que je vois moi, c'est de big picture. Moi, je suis un mec de l'amour du risque. Non mais les anciens. Le sport, le sport, c'est des histoires. Le sport, c'est des histoires, c'est des épopées. Ouais. T'es à Paris, t'es le seul rebeu de l'équipe. Ton surnom, c'est le prince de Paris. C'est le seul arabe qui a un surnom de jambon. C'est un jambon. Le jambon prince de Paris. Déjà, je suis fanatique de ça. Non, je veux dire, t'es le prince du truc. Les princes de la ville, 113. Non, mais tu vois, t'as le côté. Bientôt, s'il reste, et ce que j'espère, c'est que bientôt tout le monde viendra avec des perruques afro. En fait, tu vois, avec comme on venait avec la barbe à Houston pour James Harden. C'est des histoires. T'as un public, t'as une histoire, t'as un club sensation. T'es à Paris. C'est un club qui est cool. C'est un club qui est cool.
Tu vas à Monaco pour le basket, c'est très bien. Pour l'histoire, beaucoup moins intéressant. La Roca Team joue dans Monaco, il joue dans un stade. C'est pas digne d'une des meilleures. Enfin, tu vois. Non, de toute façon, Monaco, que ça soit en foot, en termes de sport, bien sûr, c'est non, mais en foot, en basket, c'est-à-dire que t'as moins de monde et tout. Donc, je dis juste que l'Euroleague, incroyable tu rayonnes en Euroleague. Si tu rayonnes en Euroleague à Paris. C'est ça aussi. Moi, j'ai eu la chance, non, c'est juste parce que je suis un gros radin. Je suis allé voir Paris-Fenerbahçe dans la tribune Fenerbahçe. Sachez-le. Si, alors, petite astuce quand vous voulez pas payer, elle a dit Arena. Si vous voyez, c'est sold out. Il est excellent. Si vous voyez, c'est sold out. Vous regardez si vous jouez contre une vraie équipe, Partizan Belgrade, contre Emporio Milan. Ah si, remarque Emporio Milan, mais si vous jouez contre les grosses équipes, les Grecs, les Turcs et tout ça, vous avez la section away. Vous allez dans la section away, il reste des places entre 28 et 38 euros. Merci de m'avoir écouté. Bon astuce, Et je l'ai vu donc dans la tribune turque, qui était beaucoup de Français d'origine turque aussi, mais dans la tribune Fener, qui est un match incroyable à suivre dans la tribune Fener. Il y a eu la fin de match. Le buzzer. Hein. Non mais Nadir remet, il nous achète un money time avec pour le coup des shoots, frère. Normalement, il y a des coachs NBA, ils te sortent. Lui, il est rentré pour ça. Toi, tu parles des coachs NBA, j'imagine Obradovic. Nadir oh, je peux te dire Thibodeau, il en a rentré, il en a sorti pour moi que ça. Non mais tu vois, je veux dire, c'est que Nadir, il arrive, mais toute la tribune turque, ils étaient là en disant, putain, il est trop fort. Il est trop fort. Et en fait, je me dis que ce qu'il fait avec Paris, s'il devait partir, si c'est pas en NBA, par l'Olympiakos, par direct. Moi, cette espèce de truc entre les deux, je trouve vraiment intéressant. Après, j'aime beaucoup l'angle que tu prends parce que t'as presque la perspective d'un gestionnaire de carrière. Arrête de sourire comme ça. Calme-toi, t'es pas calme. Arrête. Donc, non mais tu parles vraiment comme un gestionnaire de carrière. Donc, ce qui est vraiment assez intéressant, surtout pour Olivier Mazet, qui était mon agent à l'époque de mes années de joueur et qui a fait un super boulot avec Gershon et avec Nadir. Va y avoir un choix cornélien parce que tu mentionnes quelque chose où il y a tout de même un attrait sportif qui reste cohérent si tu restes à Paris. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est pour Paris de confirmer. Parce que il faut pas oublier combien de fois on a vu des équipes, que ce soit même en Betclic Elite, hein, à l'époque où Poitiers fait l'aventure extraordinaire de monter de Pro B à la Pro A de l'époque, ils font les playoffs dès la première année, mais derrière c'est un club qui s'écroule. Financièrement, c'est un club qui n'arrive pas à tenir la distance parce que c'est compliqué d'exister à ce niveau sur la durée. Evan avait signé là-bas. Evan avait signé là-bas, exactement. Il a joué à Nanterre et après il est parti juste après Nanterre. Voilà. Donc j'ai joué contre lui quand il était à Nanterre et puis après il est parti à Poitiers. Si vous voulez savoir, Evan Fournier surcoté, ça c'est un sujet ça. Arrête, en plus maintenant. Evan c'est une légende vivante du côté de l'Olympiakos. Il n'y a pas de slender autorisé pour Evan. Non, Charenton Olympiakos, c'est une légende. Mais justement, juste dernière question avant qu'on passe à autre chose. Est-ce que justement les résultats de Paris justement cette fin d'année, hein, comme on sait, ils sont encore en Euroleague, on sait ils sont encore ils sont en play-in quoi qu'il arrive. Justement, est-ce que justement ça va pas peut-être jouer de la décision de Nadir Riffi? Parce que supposons s'il y a décision, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'on sait pas si c'est pas supposons que Paris remporte le championnat. Supposons que Paris remporte le championnat et que ils arrivent à faire un beau parcours en play-off. Est-ce que ça va peut-être pas le motiver à rester en se disant, il y a peut-être quelque chose, faire une année de plus. Après, maintenant, qu'est-ce que Paris va faire l'année prochaine? Alors moi, j'en parle en tant que joueur, hein. Tu regardes tous les aspects. Nadir, il est pas dans une position de carrière où le premier élément auquel il réfléchit, c'est l'argent. Nadir, c'est un mec qui aime le jeu. C'est un mec qui aime la compétition. C'est un féru de travail. D'ailleurs, c'est un malade mental de travail. Tu parles à Amara, tu parles à Olivier. Bon, Amara si, hein, bien entendu, hein, le directeur général de Paris Basketball, Olivier Mazet, pour bien cadrer la conversation, son agent. C'est un garçon qui, pour l'instant, si tu lui dis va là-bas, tu vas gagner plus d'argent,
Si le profil sportif ne lui permet pas non seulement de kiffer, mais en plus de briller, il va dire mais on s'en fout de l'argent là. Nous, on a un projet qui est long terme. Un Yabusele qui fait un sacrifice financier parce que lui, il voit à long terme la NBA retourner dans la terre promise, tu sais, pour essayer de s'y installer durablement. Ce qu'il a pas réussi à finir, il a au moins. Voilà. Et donc il y a une vision sportive qui forcément est attachée à toutes les décisions qu'un sportif va prendre, peu importe le domaine. Hein. On parle de basket, on peut parler de foot, on peut parler de ce que vous voulez. Pour Nadir, je pense pas que ce soit forcément l'appel des dollars monégasques et de la fiscalité monégasque qui puisse vraiment rentrer en ligne de compte pour faire le levier. Mais si sportivement, t'es en train de lui dire qu'il peut apprendre le métier au contact de Vassilis Spanoulis, c'est ça qui va faire la différence. Ce sera pas le fait de rajouter quelques milliers d'euros par mois ou autre. Ça va vraiment être... Attends, j'ai vu ce qui s'est passé avec Sylvain Francisco à Peristeri. Maintenant, Sylvain Francisco, à l'époque où il est à Peristeri, c'est BCL, championnat grec. Maintenant, c'est ce qui lui a permis d'aller en Euroleague. Si d'aller avec un Vassilis Spanoulis du côté de Monaco, c'est ce qui permet à Nadir de venir toucher du doigt son rêve NBA. Là est la conversation. Là est la conversation. Est-ce que c'est vraiment ça qui va lui permettre? Mais je ne dis pas que c'est ça. Mais est-ce que c'est dans son cheminement, tu as des rencontres, tu as des coachs, tu as des contextes sportifs qui te permettent de passer des paliers. Et pour Sylvain Francisco, lui, c'était pas une histoire de talent, c'était une histoire de compréhension du jeu, qualité de lecture, justesse dans les choix en tant que meneur de jeu. Et il y avait pas meilleur leader d'homme et mentor qu'un Vassilis Spanoulis. Pour un Nadirifi, comme tu dis, monter la balle à l'heure actuelle, c'est pas priorité numéro 1. Mais tu vas jouer quel poste quand tu joues en NBA? Tu vas pas jouer poste 2, tu vas jouer poste 1. Et si tu veux, toi, t'imposer dans un contexte Euroleague où maintenant, est-ce qu'on peut utiliser Nadirifi que en tant que pétard ambulant, option joker, qui peut te faire qui a ce grain de folie, qui va te faire gagner un match, mais si c'est resserré, il faut de la gestion, on peut pas se permettre de l'avoir sur le terrain? Ça veut dire que tu te limites au niveau de ta carrière. Ah, c'est clair. Et donc, tu veux pas te limiter. Tu veux t'ouvrir les portes de dire, je peux jouer dans n'importe quel contexte, n'importe quel niveau, n'importe quelle équipe. Okay. Et donc, il y a des choix à prendre à ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est de partir de Paris, hein. Ça veut pas dire ça. Mais que ça peut être. Mais il y a une considération. C'est-à-dire que pour moi, le choix sportif de Monaco n'a pas l'argent comme motivation. Ah, plutôt, est-ce que c'est une étape qui me permet de me rapprocher de mon objectif? Oui, est-ce que c'est une déviation ou est-ce que c'est une progression? Exactement. C'est ça. Exactement. Okay. Et pour moi, c'est ça qui va rentrer en ligne de compte dans la réflexion qu'auraient Olivier et Nadir par rapport à un choix comme ça. Écoutez les gars, c'est une conversation très intéressante. Franchement, je pense que nos téléspectateurs pourront apprécier ce nectar que vous... Nos viewers. Et puis il y a les auditeurs aussi, hein, parce que... On parle français ici, monsieur. Ouais. Puis il y a les auditeurs, hein, parce qu'on est sur toutes les plateformes aussi, hein, on est sur Spotify et tous les autres. Écoutez sur les plateformes d'écoute. Non, je pense que c'est des vrais... perspectives et des vraies réflexions que vous proposez là. Honnêtement, sportivement, t'as présenté des arguments qui sportivement sont très pertinents. Mais en termes de narratif, ce que tu dis, c'est excellent extrêmement important aussi. Et je pense que c'est un mix des deux. Toi aussi, mix, on t'aime bien. Non, mais si, parce que t'as soulevé les... baby, moi, même pas, c'est pas grave. T'as soulevé les vraies questions. Et moi, je trouve que ce que Angelo dit, ça soulève encore une autre question. Est-ce que, réellement, Nadirifi a un avenir en NBA? Ça, c'est une question que j'ai déjà abordée en coulisses et que j'aime beaucoup. Il y a l'aspect affectif d'un côté qui parle. Il y a l'aspect pragmatique d'un autre côté. Il y a l'aspect aussi expert. Et en fait, ça peut faire sourire parce que je vous vois déjà venir sur TikTok et qu'on sort, vous allez commencer à parler. Mais faites vos devoirs et apprenez un petit peu qui parle quand. Mais continuez à parler quand même. Attends, je tire les manches. Non, mais pour le coup, c'est pas une histoire de faire un ego trip, mais c'est le fait que. Fais-le comme ça. C'est même pas l'histoire de faire un ego trip. Non, mais la raison est que un de mes amis les plus proches est passé par toute cette moulinette de la pré-draft, de la draft NBA, des Summer League. J'ai joué contre pléthore de joueurs NBA. J'ai joué contre pléthore de mecs qui n'ont pas réussi à atteindre la NBA. Et donc, mon positionnement est lié à mon expérience. C'est pas lié juste à mes émotions, c'est pas lié au fait que je me pense être quelqu'un qui je ne suis pas. J'ai des éléments concrets.
je peux vous dire pourquoi est-ce que Josh Okoye n'a pas été en NBA alors qu'il tournait à 25 points par match en Summer League. Bah, il était dans une équipe des Sacramento Kings qui venait juste de signer Jimmer Fredette en loterie et qui avait Isaiah Thomas, le gaucher, qui a fait les beaux jours de Boston pendant de nombreuses années. Shout out Smooth Moose. Et donc, à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé, qui a commencé à faire de l'ombre à des gars qui venaient d'être recrutés, qui commençait aussi à malmener, entre guillemets, le job des general managers et des scouts qui avaient pris la décision de recruter certains mecs. Et il y a un gars qui sort de nulle part, qui vient en Summer League et qui nettoie les mecs qui sont supposés être loterie. Il y a des raisons pour lesquelles il y a des choses qui se passent et qui se passent pas. Des fois, le sport, c'est au-delà du sport. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand moi, je parle ou je vous donne des opinions, c'est pas du tout lié à des ego trips. C'est vraiment lié à une connaissance profonde de ce qui se passe là-bas. Donc, pour Nadir, il y a un problème. Le problème, quand il est question de NBA, c'est déjà, est-ce que tu peux défendre sur quelqu'un? Parce que, au niveau de sa capacité offensive, il est extraordinaire, mais est-ce qu'il est suffisamment extraordinaire pour faire oublier les mecs qui, athlétiquement, peuvent aussi fournir de l'autre côté du terrain? C'est-à-dire que pour toi, si tu veux pouvoir exister en NBA, il faut qu'au niveau offensif, tu fasses quelque chose de tellement extraordinaire qu'on en oublie tes carences défensives. Tu le trouves, vous le trouvez trop léger en défense là? Non, mais c'est juste que c'est un morphotype très, il est petit. Oui. Il est pas extrêmement épais parce que tu regardes un mec comme Deron Williams, tu regardes un mec, regarde les meneurs de jeu contre qui devrait jouer. Ouais. C'est-à-dire que tu dois défendre sur de Russell Westbrook. Russell Westbrook t'emmène au poste bas. Russell Westbrook, tu dois défendre contre lui pas encore longtemps. Dans 2 ans, tu défends. Oui, mais je prends les exemples des mecs actifs. C'est-à-dire que tu regardes, De'Aaron Fox, il fait 1m96. Tu regardes Tyrese Haliburton, il fait 1m98. Shai aussi. C'est sur ce genre de mec que tu dois défendre. C'est sur ce genre de mec. Ouais, surtout. Et donc, les meneurs NBA, c'est des assassins. Donc, on en oublie, c'est-à-dire qu'on a l'œil affectif, on regarde Nadir et on est en train de dire, ouais, mais Nadir, attends, tu peux pas dire ça, t'as vu son talent. Oui, mais comprenons déjà qu'on a la chance d'avoir un mec qui sort de N3, qui a réussi à se hisser jusqu'en Euroleague, qui a réussi à performer. Incroyable. Faut le dire, ça. Faut le rappeler. Mais qui a aussi réussi à performer en Summer League. C'est-à-dire que son premier match, il arrive, il est automatique 17 points. Allez, au revoir. Donc, il a le talent offensif. Mais moi, j'ai un mec qui était encore plus fort que lui offensivement, qui n'a jamais eu sa chance. Josh Okoye, qui tournait à 26 points par match en NCAA, qui était Steph Curry avant Steph Curry. Oh là 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 là. Je vous parle d'un mec qui d'ailleurs est ami avec Steph Curry. Je vous parle d'un mec qui tournait à 35 points par match en Chine. Je vous parle d'un mec qui tournait à 25 points par match en Summer League. Et c'est exactement cette expérience-là que je te parle. Je regarde Josh Okoye, je regarde Nadir Hiffi. Les mêmes problèmes. Petit format, pas gros défenseur, gros scoreur. Tu les utilises difficilement parce que ça veut dire qu'il faut que tu aies une équipe qui dise « Hey, on te donne les clés ». Mais est-ce qu'il n'y a pas au monde 400 mecs, tu vois, qui sont en considération? Pour moi, parce qu'on m'a posé la question la dernière fois au stade, c'est un pote qui était venu avec moi voir le match. Mais pourquoi tu penses qu'il n'est pas en NBA? Moi, je dis pourquoi une équipe NBA miserait sur lui alors que ce profil-là, des mecs de 7-8 cm de plus, t'en as déjà énormément. Ouais. Donc je trouve que je suis d'accord. Et après, moi, je reviendrai, c'est-à-dire que des gens qui ont été exceptionnels en Summer League, ça reste la Summer League. Exact. C'est pas la NBA. Shout out Master P. Mais en tout cas, voilà. Non, faut regarde dire Money Bates. Oh, mais Tu vois, Bates, excellent. Sauf que c'est pas un jeu. Enfin, il a pas encore trouvé sa place en NBA. C'est parce que. Non, mais franchement, les gars, je veux juste vous dire ça, hein, du plus profond de mon cœur. De par mon affection pour Olivier Mazet, de par le parcours, mais que j'admire profondément. En plus, moi, à 17 ans, je jouais en N3 aussi. Hein. Je suis parti aux États-Unis, j'ai joué en pro. J'ai fait en fait un parcours pas comme Nadir, mais similaire. Pas de centre de formation, filière amateur. Les États-Unis pour moi qui ont fait que je suis tombé aux oubliettes par la suite parce que à l'époque où je pars, c'est mal vu de partir aux États-Unis et on se dirait que ce serait différent aujourd'hui, mais non. Même dans la politique fédérale à l'heure actuelle, de voir partir les jeunes en université américaine, c'est pas quelque chose qui est particulièrement apprécié. Donc Nadir, je le souhaite, mais du plus profond de mon cœur qu'il y arrive. Ce serait une histoire Cendrillon tu pourrais faire un film à la Antetokounmpo, tu sais. C'est le prince de la ville, on a envie de le voir devenir le roi. Mais je sais à quel point c'est compliqué. Et il n'y a que 400 élus sur la planète Terre. C'est un truc de fou. Qui jouent en NBA. Il n'y en a que 60 qui viennent par an.
Il y a 60 gars. Ouais. Donc, quand on rappelle ça, et donc c'est pour ça que son nom. J'essaie d'être pragmatique et de vous remettre en contexte le fait que c'est pas du tout une histoire de dire ouais, regarde le mec, qu'est-ce qu'il raconte. On peut parler mathématiques, on peut parler factuel, on peut parler histoire, on peut parler tout ce que vous voulez. Donc, on croise les doigts, il va tenter sa chance. Il y a des mecs qui ont réussi. Earl Boy Kings, il a réussi à jouer en NBA. Muggsy Bogues a réussi à jouer en NBA. Donc, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qu'ils maîtrisent pas, qui doivent être alignés. Et les années passent. C'est-à-dire, ouais, après il a pas 20 ans. Ouais, mais il en a 22, tu vois, il est... Oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs NBA ont tendance à arriver à 18, 19 ans, 20 ans, alors qu'avant, ils arrivaient à 23, 24. Et parce que ça veut dire que s'ils les maîtrisent d'ici 25 ans, bah, t'es là, c'est la moyenne d'âge de OKC. Mais bon, bah voilà. En tout cas, j'ai perdu. En tout cas, j'ai perdu cette conversation. En tout cas, tu n'as rien perdu du tout. Mille, sauve-moi. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Nadir Rifi est plus fort que Bronny James. Voilà ce qu'on veut entendre. Il n'a pas le même daron. Merci. Voilà. Et maintenant, vous allez encore pleurer quand on va vous dire que Nadir Rifi est plus fort que Bronny James, ou vous allez dire qu'on a fait les haineux là. On vous aime. Bande d'anbaté. Continuez à commenter, ça fait marcher l'algorithme. L'algorithme aime. Non, mais bon. Écoutez, je vous propose qu'on évoque rapidement la dernière journée d'Euroleague. Ouais. Avec la triste défaite des Parisiens d'un point. En fait, pour en venir à Paris, l'Euroleague, le problème de Paris, c'est que ce dernier mois, c'est pas arrivé une seule fois. Ça arrive même 3 fois. Ouais. Et le problème, c'est que tu perds des matchs où c'est un match contre le Real où tu mènes 3 cartons. T'as le devant et le dernier carton, on sait, après c'est le Real, hein, c'est une équipe expérimentée, on sait, etc. Mais c'est un match que je pense que quand tu finis le match, t'as le sentiment que Paris devait le prendre. Tu vois? Et je pense que c'est amer parce que tu te dis, c'était un match où il fallait absolument gagner, on en parlait, hein, que là, c'était très compliqué. On sait que c'est les places des play-in. On sait jouer à domicile, jouer à l'extérieur, ça peut être très compliqué. C'est déterminant. Ça peut être changeant. Et là, carrément, si on prend par exemple Madrid, tu perds d'un point. Tu prends 105 points. Fenerbahçe, tu prends un buzzer. Tu vois, on sait que voilà, ça fait mal aussi. Et Zalgiris aussi, tu perds de quoi? Et puis rappelle, Fenerbahçe deuxième. Hein. C'est-à-dire que c'est pas tu prends un buzzer contre l'Alba. Je sais pas pourquoi je continue à prendre l'Alba, mais ils sont au bas du classement. Excusez-moi. C'est la semaine prochaine, c'est le 10 avril. Voilà. C'est superbe. Première langue, qu'est-ce que tu vois? Je sais pas pourquoi t'aurais fait ce choix-là, mais bon. Mais justement, c'est ça qu'on dit. On sait que, bon, l'Asvel, on sait que c'est mort. À l'heure où on parle, on sait que c'est fini. Monaco aussi, 4e, faudra faire attention aussi. On en parle aussi, parce qu'encore une fois, qui tu vas affronter lors des phases finales, ça peut aussi jouer. Est-ce que tu vas jouer à domicile, est-ce que tu vas jouer à l'extérieur? Malheureusement, Monaco à domicile, bon, on aimerait bien que ce soit aussi un... Ils sont affranchis de mais pense, ne prenons pas comme garantie l'avantage d'avoir le confort de dormir dans son lit, de venir dans une salle qu'on maîtrise, dans laquelle on s'entraîne tous les jours, les détails, les lumières, les petits spots sur le terrain, la routine du quotidien. Tu manges pas pareil quand t'es à l'hôtel et en déplacement que quand t'es à la maison. Hein. Donc il y a tous ces éléments-là aussi. T'as pas fait du basket, toi? Dans mes heures perdues. T'as pratiqué ce sport? Un tout petit peu. J'étais pongiste de formation. Après, Monaco, malheureusement, ils sont tombés sur un Kendrick Nunn incroyable. 30 points sur les 3 premiers. Il était énervé, lui. Il était énervé. C'était incroyable. Et quand tu as un Kendrick Nunn des grands soirs comme ça... il fait 37 points et 43 dévals. Voilà. Donc c'est très compliqué de gagner quand surtout Monaco a un départ aussi du match très très compliqué. Ils ont très très mal commencé. On a vu Mac James qui a eu du mal à rentrer dans son match aussi, etc. Voilà, c'est des matchs qui vont préparer pour les playoffs, hein, parce que logiquement, si tu veux gagner le titre, c'est des équipes que tu vas affronter. C'est le genre de joueur à ce niveau-là où tu vas devoir jouer. Et donc voilà, c'est des tests qui ont été perdus pour Monaco et Paris cette semaine-là. Maintenant, il reste une dernière semaine et il faut absolument l'emporter pour mieux aborder les playoffs. Mills, il y a de l'espoir, mais il y a aussi du désespoir. Pourquoi il y a de l'espoir? Ils sont allés gagner sur le parquet du Pana. Ouais. Combien d'équipes peuvent se targuer d'avoir fait ça? Numéro 1. Numéro 2, à l'heure actuelle, ils sont matchés avec Zvezda. L'équipe qui les a sweepés, et tu dois aller dans l'enfer de Belgrade pour aller te qualifier.
L'étoile rouge de Belgrade. L'étoile rouge de Belgrade, exactement. Et donc. Le professionnel, il parle 16 langues, mais nous, on est des beaufs de base, frère. Avec l'étoile rouge. Excuse-moi, mais le serbe, je le parle pas. Mais donc, si tu veux, c'est là l'aspect espoir où ils sont en capacité d'aller gagner contre n'importe qui. Et de plus, ils perdent buzzer face au deuxième, qui est grand favori pour Final Four. Tu perds contre le Real, qui est quand même dans une période de beaucoup mieux. Ils étaient mal, mais ils sont beaucoup mieux. Exactement. Donc, ce qui est vraiment compliqué, c'est que là, on est en train de leur demander de faire l'exploit contre l'équipe qui leur convient le moins bien. C'est juste ça le problème. J'aurais préféré qu'ils tombent. Voilà, c'est-à-dire que c'est une équipe qui les a sweepés. Et en plus, c'est à l'extérieur qu'ils doivent aller. Et à l'extérieur, ils se sont pris une mandale. Hein. Là où le match aussi contre le Real aussi était important aussi, c'est que là, quand on voit le classement, le Real est passé 6e du coup parce qu'ils avaient le même bilan. Paris et le Real avaient le même bilan. Et du coup, avec une défaite comme ça, tu passes de la 6e place à la 10e place. C'est ça. Là où tu n'étais pas obligé de faire les play-in pour te qualifier parce que tu as un dernier match contre c'est Berlin. Berlin, ouais. C'est Berlin. Donc je pense c'est un match, on va dire, beaucoup plus abordable pour Paris pour gagner. Il fallait. Attends, est-ce que j'ai saboté Paris là en parlant de Berlin tout ça? Les Berlinois, nous pouvons vous. Voilà. Donc on sait que voilà. C'est pour ça que justement, je pense que c'est dommage. Je pense qu'on a tous vu le résumé ou même on a vu le match de Paris. Je pense que c'est dommage justement de perdre ce match-là d'un rien. Encore ils auraient perdu de 20 points. On aurait dit bon, Madrid était meilleur. Mais tu mènes 3 quarts temps, à la fin tu t'écroules. Malheureusement, ça peut coûter cher. Ça se joue dans un mouchoir de poche, mais si en plus, à cause de ça, les play-in, ils passent pas les play-in, il y aura des regrets, on se dira, ce match-là, ils auraient dû le gagner. Ce match-là, ils auraient dû le gagner. Ce match-là, ils auraient dû le gagner. Mais c'est l'apprentissage. Et puis l'Euroleague, c'est la guerre, hein. Tu parles d'homogénéité de championnat. Alors, on a dit ça pour la Betclic Elite, excusez-moi, mais l'Euroleague, c'est même plus homogène. C'est foudroyant parce que tu parles même, regarde, tu regardes que tu laisses sur le carreau des équipes comme le Partizan, Kaunas, Milan, qui ont été très longtemps dans ce top 6, dans ce top 8, qui ont été très longtemps en considération pour les play-in et qui au final perdent aussi des matchs coup près de peu. C'est-à-dire que tu peux regarder leur bilan qui est à 15-18 par exemple pour Kaunas. Ça aurait pu être 19-14. Voilà, ça aurait pu être 18-15. C'est ça. Donc, de toute façon, en plus, je crois que c'est quoi le jeudi, du coup, jeudi 10 avril, c'est la dernière journée. Et je pense que tout le monde joue le même jour. Donc, Monaco, Asvel, il faut pas rater. C'est comme un duel... Pour valider l'avantage du terrain aussi. Voilà. C'est un duel francophone. Et peut-être que ça pourra jouer aussi, peut-être dans le championnat en fin d'année. Ça pourra jouer aussi parce que une victoire, une défaite, on sait que ça peut mettre le feu aux poudres et que ça peut créer une petite tension aussi à l'approche des playoffs. Et bien évidemment, Paris qui va jouer à domicile contre Berlin. Et je pense qu'il faut... Pas le droit à l'erreur. Hein. Voilà. Il faut aller soutenir Paris. Il faut vraiment que Paris aille gagner pour se mettre bien juste avant le play-in. Je serai au stade, je serai à la Didas. Mais en fait, il faut adresser ça. Je demande un temps mort de 10 secondes là. À la salle, à l'arène, au gymnase, pas au stade. Oui, voilà. J'attendais que quelqu'un le dise depuis tout à l'heure. Ok. Je serai à l'Adidas Arena. Je voudrais juste quand même rappeler un truc. C'est quand même incroyable que Paris nous autorise à être déçus. Ouais. Pour une première saison de rôle. Ça, c'est ouf. Ouais. Et après, typiquement, l'équipe qui manque d'expérience, leur pic, c'était en décembre. Ouais. Ils ont pic de forme entre septembre et décembre. Surtout, et le moment où le... Non, mais la série de victoires d'affilée, incroyable. Mais c'est ça. C'est de septembre, décembre. Et après, c'est vrai, elles font très mal. Et parce que tu as parlé de Fener chez eux. Fener, ici, ils perdent dans les 10 dernières secondes. Et ça aurait été... Moi, j'aurais bien aimé qu'ils en gagnent au moins un de ces matchs-là. Parce qu'on apprend, on dit toujours, les défaites font grandir. On grandit quand même vachement mieux quand on gagne. Oui, mais ils sont allés gagner sur le parquet du Pana et ils sont allés gagner sur le parquet de l'Olympiakos. À l'Olympiakos. Non, mais tu vois, ces matchs money time, en perdre 4-5 en un mois et demi, j'aurais bien aimé qu'ils en gagnent un. Juste pour ça aurait changé le classement aussi. Juste pour conclure, en soi, malheureusement, en tant que sportif, je pense que, voilà, on retient malheureusement plus les défaites que les victoires. Les défaites, elles restent plus ancrées. Et je pense que si Paris ne passe pas le play-in ou, voilà, je pense qu'ils vont se dire, ils vont se rappeler, tu vois. Oui. Et c'est un buzzer que tu prends qu'on le Fener. Et donc, voilà. Mais après, comme on a dit, on parlera de
du bilan de Paris après les playoffs. Non, mais beaucoup de satisfaction, beaucoup de satisfaction. Voilà, exactement. On parlera de la saison de Paris à la fin. Non, mais l'appétit est venu en mangeant, tout simplement. Exactement. On s'attendait pas à ce que Paris brille autant. Et puis, une fois qu'ils sont là, bah, on s'est dit, bah. Ils sont là. Donnez plus, quoi. En 3 semaines, les mecs sont top 4. Exactement. C'est une dinguerie, Donc voilà. S'il vous plaît, les amis, faut conclure ce chapitre européen et prendre l'avion, aller outre-Atlantique et atterrir chez tonton Donald, là où le billet en plus il coûte plus cher, 20% plus cher, donc c'est chaud. Voilà. Excuse-moi, t'as dit tonton Donald. Pas toi. Pardon. Du coup, en NBA, il y a des choses dont on doit parler. Vous savez très bien que voilà, quand je mets une casquette, ça tombe jamais très très loin du sujet qu'on va traiter. Et moi, aujourd'hui, appelez-moi Flexta Mason ou Flexta Cochrane. Parce que je vais défendre mon client, Ja Morant, bah, qui a fait des frasques. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que Ja Morant a fait dernièrement? Il a célébré faut rappeler un peu le contexte, dans un match un petit peu houleux. Et il a fait une célébration en mimant c'est Golden State, je pense que c'est Golden State. Pour vous donner une image, la célébration que Cavani faisait avant, quand il marquait un but, Il fait, dirigé vers un joueur, etc., etc. Et il le fait sur le banc des Warriors. Exactement. Si je me trompe pas. On connaît les antécédents qu'il a eu avec les armes à feu, Ja Morant l'année dernière. Il a été suspendu pour ça, etc., etc. Donc voilà, beaucoup pensent que c'est de la provocation, que c'est la frasque de trop, etc., etc. Donc ça nourrit les débats. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi, je veux le dire. Après, il a refait en plus. Il a pris une amende. Il a pris une amende par rapport à 75 000. Il a refait contre le Heat, je crois. En plus, je crois qu'il a refait contre le Heat où il a mis le buzzer là. Le match, il a mis le buzzer. Ouais. Après. C'est Ja Morant. C'est pour ça que ça en parle autant. Tu vois, cette célébration-là avec le fusil ou quoi que ce soit, c'est beaucoup repris, en mode 3 points, etc. Je pense que c'est parce que c'est lui où ça fait vraiment un éclat de fou. Je pense qu'on en fait un peu trop. Je pense qu'en fait, là où ça fait polémique, je pense qu'il y a, là, en cette fin d'année, là, il y a tellement d'autres sujets à aborder que de parler de Ja Morant qui a fait ce geste-là. Tu vois, je trouve que là, c'est un sujet pour en parler, c'est pour encore toucher encore Ja Morant. Je trouve que cette année, il est beaucoup plus discret que les années précédentes. Il se fait beaucoup moins remarquer. Et là, sur une petite seconde là, on le remarque. Je pense qu'on en fait un peu trop par rapport à lui. Moi, personnellement, c'est mon avis. Je trouve qu'on en fait un peu trop. Point de vue intéressant, merci. Ce que vous en pensez, chers messieurs? C'est très dommage parce que pour moi, le joueur box-office absolu, plus qu'Anthony Edwards, plus que tout ce que tu veux, pour moi, au départ, c'est Ja Morant. Ouais. C'est lui. Le face of the NBA, c'est lui. Il est beau gosse, il est marrant, enfin, il joue. Est-ce que c'est parce qu'il te rappelle Allen Iverson dans son flow, dans son charisme? Alors, d'ailleurs, c'est le problème. C'est pas seulement ça. Il me rappelle pas que Allen Iverson. Il me rappelle, j'ai envie d'acheter un NBA League Pass pour voir ce gars. Ce genre de gars-là. Luka, lui, à un moment donné, il te fait un truc, tu comprends pas comment il fait. Vraiment spectaculaire, le dunk sur Wemby. Surtout ses numéros de contorsionnistes sur les finitions, c'est... Voilà. Après, justement, le problème, c'est que il vient pas c'est pas un mec des gangs, c'est pas un mec de la rue du tout. C'est un gars qui a grandi en classe moyenne, aisé même, on peut dire. Et le problème, c'est que lui pense qu'il est Allen Iverson. et donc, après, la NBA est ultra paro, ce qui est compréhensible avec toute la question de la culture des gangs. Tu fais un geste qui peut être éventuellement apparenté à un truc de gang. De toute façon, c'est dans leur contrat, ils ont un truc de bonne conduite, de machin. Après, là où je suis d'accord avec Mills, c'est que autant, les vidéos Instagram l'année dernière où il fait des lives où il sort des guns, là c'est là où tu fais, bon les gars, il y a un moment donné, mon ref, déjà, faut penser à arrêter d'être con. Ouais, ça ouais. Arrête, c'est cool. On est d'accord. Ensuite, la gestion du truc, le communiquer, je vais travailler sur toi. Il a travaillé sur lui pendant 3 semaines. C'est bon, j'aime plus les armes. Un mois plus tard, donc ça c'est juste, arrête d'être con, mec. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui doit t'asseoir et dire, oh, t'es con. C'est ta carrière. Gars, t'es le mec, t'étais le gars de Nike. T'étais un gars qui sold out. Il y en a pas beaucoup des mecs qui sold out leur première paire, machin.
il a tout foutu en l'air parce que maintenant, Nike, ils l'ont un peu, ils ont dit, bon, on va arrêter d'en sortir. Son image, forcément. Derrière, bon, il fait ces trucs là, tu dis, il est moins bon. Je pense que l'attaque est enfin, là, Thomas Lissalo, enfin, le Taylor Jenkins qui s'est fait virer. De toute façon, les Grizzlies, je pense qu'ils sont, je sais pas ce qu'ils font. Hein. mais l'attaque n'était pas exactement faite pour lui. Il a beaucoup moins de pick and roll. Donc, ses stats sont moins bonnes. Tu sens qu'il y a des jours, il a moins envie de jouer. Après, ce qu'il a fait, là, on en parle énormément parce que il y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont sponsorisées par du pari sportif et qui en parlent énormément. Et qui, en plus de ça, en parlent énormément. Donc, c'est typiquement le genre de truc qu'en soi, c'est pas la peine d'en faire. Enfin, tu vois, pas la peine. Mais c'est monté en épingle vachement. Donc, je pense que les erreurs qu'il a faites, c'est avant. Attends, je veux bien que qu'Angelo nous donne son avis là-dessus avant. Moi, je vais essayer de conclure avec une espèce de défense. Moi, j'allais te donner la passe D, j'allais t'envoyer un alley-oop. Ok. Mais pour moi, j'ai pas forcément besoin de réagir à ce sujet-là parce que pour le coup, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. C'est une perte de temps, c'est une perte énergétique, c'est une perte de matière grise. Même si je peux comprendre que quelque part on ait un débat philosophique, je pense que dans l'absolu, il y a une aseptisation dramatique de la NBA, qu'on n'a plus le droit de montrer des émotions, on n'a plus le droit de chambrer, on n'a plus le droit d'hurler, de frustration, d'hurler, de célébration, et donc on est arrivé dans une sorte de monde des bisounours où maintenant des athlètes professionnels qui subissent aussi les railleries des supporters ou autres ne peuvent même pas vraiment répondre sur le terrain, ils n'ont pas forcément le droit. Alors derrière, ils reprennent un peu le pouvoir, ils peuvent envoyer quelques supporters en coulisses ou les virer d'une salle, mais ou avoir un burner sur Twitter. Ou d'avoir Kevin. Bon, attendez, je suis né le jour à Saint-Kevin. Alors vous laissez Kevin tranquille. Mais Kevin est le même jour que moi, donc moi. Bon, d'accord. Non, on n'a rien à foutre de ça. Mais, non, mais c'est surtout par rapport à ça, c'est que pour moi, le débat philosophique, il est beaucoup plus profond. C'est que Ja Morant, c'est un petit peu le virus actuel de la NBA, qui est pas lui-même le virus, c'est le fait qu'on puisse plus avoir ce genre de célébration ou ce genre de choses qui devraient rester anodines, parce que les guns, le pointage, le pointage de doigts au visage, le fait de dire non quand tu contres un mec ou autre, c'est-à-dire que tu fais ça à un joueur aujourd'hui, c'est une faute technique. Tu cries quand tu dunks. Tu dunks, tu le regardes avec un peu de peps dans tes pecs là et tu te prends une faute technique. Donc, non mais ça voudrait dire que in your face not in my house, tu vois, genre c'est ce qu'il fait aussi. Bien sûr. Voilà. Les trucs de Dikembe Mutombo, le trash talk, c'est ça qu'a fait le basket de la NBA. Voilà. Moi, le seul truc que je veux dire, attention, parce que il y a 2-3 choses qui m'ont. C'est pour ça que je voulais plus que toi tu t'attardes sur ça. Merci. Pour moi, c'est le problème. Voilà, je suis l'avocat de Ja Morant. Monsieur l'avocat, nous vous écoutons. Mes honoraires seront affichés sur en dessous de la vidéo. Vous pourrez me consulter. Pour défiscaliser les honoraires, ça se défiscalise les honoraires. Exactement. C'est dans le e-book, ça. C'est dans le e-book, exactement. Mais en fait, il y a 2-3 choses qu'il faut rappeler quand même. C'est que effectivement, la NBA s'aseptise de plus en plus et on enlève le côté émotionnel, l'expression des émotions. J'ai dunké sur quelqu'un, oui, je veux l'exprimer, etc. On se souvient de Sean Kemp ou de Shaquille O'Neal, il faisait pas dans la dentelle quand il dunkait sur quelqu'un, et voilà, il pouvait s'exprimer, et c'est ce qu'on appréciait. Tu vois, avec notre bière devant toi, c'est ça, in your face et tout. Ja Morant, maintenant, ce qui s'est passé l'année dernière, alors, l'idée n'est pas de l'excuser, c'est juste de rajouter du contexte. Parce qu'il y a un contexte culturel qui te permet de mieux comprendre. Je dis pas excuser. Je sais où tu vas avec ça, en plus. Mieux comprendre. Déjà, bon, on est français, on voit des Américains avec des armes, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil, des Américains qui aiment les armes et tout, bon, voilà. Ensuite, la première fois qu'il y a une arme qui sort, c'est pas lui qui se filme, c'est que son pote qui le filme. Donc son pote, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième fois, pardon. Parce que la première fois qu'il sort une arme aussi, je sais pas, c'est la première ou la deuxième ou la troisième, pour le coup, c'est lors d'une embrouille avec un jeune, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas, oui, il l'a frappé, là. En tout cas, sa maman a été impliquée, molestée ou agressée. Bon, si on agresse ou on moleste ma maman, bon, si j'ai un flingue, je pense que je le sortirai. Voilà, par exemple. C'est juste pour ramener un petit peu d'humanité là-dedans. Ensuite, il est jeune, effectivement, il habite à Memphis. Il faut comprendre le contexte de Memphis. Oui. Ils sont jeunes, ils sont multimillionnaires.
Et il fréquente les endroits que fréquentent les rappeurs, les strip clubs, etc., etc. On sait que dans ces endroits-là, il y a des gens qui volent les gens, des gens qui les braquent. Donc, qu'un multimillionnaire vienne avec une Rolls-Royce et se protège avec son arme, ça me paraît pas non plus quelque chose d'incroyable, tu vois ce que je veux dire? Oui. Se filmer sur Instagram avec et tout, c'est autre chose, mais le fait qu'il ait une arme et qu'il l'ait, etc., etc., il faut savoir que Memphis, il y a Young Dolph qui s'est fait assassiner à Memphis, il y a le frère de Yogati, un rappeur de Memphis, Saint-Louis, ça fait partie des endroits où il y a beaucoup de exactement, de c'est des villes dangereuses. Donc, pour lui, à son âge, dans le monde dans lequel il vit, qui se prennent un petit peu pour un voyou, oui, sauf que on te donne 100 millions de dollars, là, moi je connais des mecs de 50 piges qui pètent les plombs avec un, donc t'imagines un mec de 23 piges avec 300, enfin tu vois ce que je veux dire, donc c'est juste bon que tout le monde se calme. Là, il a juste célébré un truc, et effectivement, c'est une célébration que d'autres joueurs ont fait, on n'a pas dit grand-chose, et là, on veut encore lui mettre ce stigma de oui, t'as fait ceci, t'as fait cela, ah c'est grave, alors que il y a des anciennes gloires, Karl Malone, Charles Barkley, si on commence à regarder leurs casseroles, les mecs ont fait des trucs 50 fois plus graves. Tu vois ce que je veux dire? L'autre, il a défenestré quelqu'un, l'autre, il a cloqué une petite de 14 piges. Enfin, tu vois ce que, des trucs de fou. Ouais. Donc, venez, on se calme un petit peu. Non, mais après, vas-y, Mills, vas-y. Moi, c'est juste, deux choses qui me dérangent dans comment ça a été pris. La première, c'est que Ja Morant vient de mettre un buzzer contre Miami. On en parle largement moins que 5 secondes de célébration. Pour moi, c'est là où, il y a un problème. Pour moi aussi, les médias américains aussi, c'est là où, pour moi, il y a un problème aussi. C'est que, certes, ça fait parler, hein, c'est normal, les médias américains sont là pour faire parler, etc. Mais mettons aussi en avant aussi, c'est que, ok, il a fait ça, on en a parlé, d'accord, ok. Là, le match d'après, moi, ce que je retiens, c'est que le mec, il est arrivé, il a été clutch, il a mis son buzzer. Ça, on doit en parler, pour moi, un peu plus par rapport à ça. Oui et non. Oui, tu as raison, l'attrait sportif devrait rester toujours au centre du débat. Le problème, c'est le timing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de te taper sur la main et on dit bon, allez, arrête tes bêtises, hein. Ça suffit maintenant. On te met une amende. Et toi, tu fais alright, on pourrait te suspendre, hein. Non, mais oui. On pourrait. Ouais. Mais on veut pas. T'es Ja Morant, on veut pas. On l'a déjà suspendu 25 matchs. Donc là, si on le fait, là, Et toi? L'accumulation, c'est grave. Match d'après, bis repetita. Voilà pourquoi il y a le débat. Voilà pourquoi ça discute de ça aussi. Mais tu penses pas que il a pas pensé et qu'il a fait vraiment la première peut-être pas, la deuxième oui. Pour moi t'es forcément marqué. Déjà quand tu dois lâcher des sous, même si c'est 50 € pour un joueur NBA, quand tu lâches des sous, il y a le geste, il y a le symbole. T'as aussi le fait que t'as l'expérience et le traumatisme d'avoir manqué une partie de la saison. T'as aussi le fait que tu as des meetings avec des gens qui sont dans tes oreilles et c'est pas comme si t'avais une incapacité de rétention d'informations, d'accord? Donc moi, le problème que j'ai par rapport à ça, c'est peut-être son niveau de maturité ou de volonté de se conformiser un minimum. C'est conformiser ou conformer? Conformer, merci, parce que je me suis dit c'est horrible ce que je viens de dire. Donc de peut-être que c'est conformiser en grec. Peut-être. mais de se conformer, au règlement des gens qui payent ton salaire, d'accord? Et que ça plaise ou pas, ça reste la réalité actuelle. C'est les patrons. Hein. Ce sont les patrons. La deuxième chose pour moi, c'est aussi le fait que dans son exécution du geste, c'est l'insistance de ce geste et le fait de le diriger au banc des Warriors, qui est une réelle provocation. C'est-à-dire que quand Sean Kemp fait son tomard sur Gatling et que derrière il pointe, il se relève dans la demi-seconde et il repart. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de l'instant, c'est au revoir. Aujourd'hui, c'est technique. Je sais, mais moi, je te parle justement de ce contexte-là et je te parle du fait que Ja Morant, il est comme ça, puis il reste comme ça, après, puis il reste comme ça. C'est un moment arrêté, hein, si je me trompe pas. Je pense pas que c'était un moment de jeu, je crois que c'est un moment arrêté. Oui, mais justement, c'était la fin de match. Oui, mais justement, c'est dans l'instigation d'une agression verbale. On a vu ce qui s'est passé du côté des ouais, mais on a vu ce qui s'est passé du côté des Pistons contre Minnesota, où c'est parti en sucette. La NBA essaye un maximum de garder ça sous contrôle. Donc le fait que toi t'arrives, en plus tu joues contre des Draymond Green et consorts et tu vas être comme ça du style, pendant longtemps tu vas insister, tu te rapproches du banc, tu fais la pause et tu continues à pointer les gens, c'est de la provocation. Donc c'est plus le fait que, au lieu que ça soit une simple célébration,
T'amènes cette dynamique-là dans le fait de dire, je veux vraiment te le mettre dans la face. Justement, c'est là où il a pris son amende et la seconde célébration, elle a été beaucoup plus instinctive où il a fait sa célébration, il est reparti. Je crois qu'il a mis un shoot. Je sais, mais une fois de plus, là, on met le doigt sur timing. C'est-à-dire que tu viens juste de te prendre ton amende, on vient juste de te taper sur les doigts par rapport à ça, et toi, le premier réflexe que t'as sur le match suivant, game winner ou pas, c'est de refaire le même geste pour lequel t'as été sanctionné juste avant. Aussi bref soit-il, à un moment donné, tu dois faire un effort conscient, je pense, même dans une dynamique de professionnalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut débattre philosophiquement sur oui, la NBA, les règlements, les arbitres qui sifflent trop, on peut plus regarder personne. C'est la NBA actuelle. En NBA, ça shoot beaucoup trop à 3 points. C'est plus plaisant à regarder. C'est la NBA. Tu aimes, tu regardes, tu n'aimes pas, tu zappes. Et puis c'est tout. Mais donc, vu que les choses sont ce qu'elles sont, est-ce qu'on va vraiment, nous, à un moment donné, avoir ce débat philosophique et perdre notre énergie à discuter du pourquoi du comment Ja Morant a fait, ou est-ce qu'on va mettre le doigt sur la seule vérité qui doit être prise en considération, c'est que tu t'es fait taper sur les doigts et que intellectuellement, t'as pas été en capacité de te repositionner à un endroit où tu te mets en sécurité et tu restes en sécurité. À un moment donné, c'est ton contrat, c'est ton futur, c'est ton équipe. Tu veux te faire squeezer, tu veux te faire suspendre. Alors, je suis d'accord avec une partie de ce que tu dis, sauf que faut que ça soit appliqué à tout le monde. Ah, là-dessus, on est là-dessus. Parce qu'on a vu d'autres faire la même célébration et pas de problème. Ouais, mais les autres sont moins forts. Les autres sont moins forts. Les gens plus forts, ils sont plus forts. Mais attends, la célébration, elle est faite dirigée à quelqu'un ou elle est faite un peu... Non, il y a plusieurs choses. Ja Morant, en plus... Excuse-moi, mais vas-y. Non, je pense que c'est surtout l'impact qu'a Ja Morant. Parce qu'en fait, à ce moment-là où il a pris toute cette vague-là, je termine juste sur ça. Là où il a pris toute cette vague-là, c'était censé être la nouvelle tête, du coup, de la NBA. Parce qu'en fait, là, quand on regarde la NBA, on a Steph, encore LeBron, encore, c'est encore cette tête-là qui commence, on se dit, c'est la fin. Donc, il faut une nouvelle image. Et donc, je pense qu'on attendait que lui soit l'image. À ce moment-là, tout lui est arrivé dessus. Voilà, on va pas dire qu'il a été innocent dedans, parce que, malheureusement, son entourage, je porte aussi son père aussi dedans, parce que, malheureusement, c'est pas non plus le mec le plus calme, le plus sage du monde. Ça, je veux bien quand c'est la première fois. Je veux bien quand c'est le début. Maintenant, il y a combien d'années, il y a combien d'eau qui a coulé sous les ponts. À un moment donné, on va toujours avoir les mêmes arguments et les mêmes excuses pour les mecs. Grandissez, les mecs. Grandissez. Je parle pas de nous, hein. Nous, on est déjà grands. Nous, c'est bon, hein. Mais, grandissez les mecs, c'est qu'à un moment donné, vous devez mettre un petit peu de jugeote dans vos décisions, vous devez mettre un petit peu de maturité dans ce qui se passe. Ja Morant n'est plus le jeune homme qui vient d'arriver en NBA. Non, et l'environnement dans lequel il évoluait, les mauvaises fréquentations et tout ça, il aurait déjà dû nettoyer tout ça après sa première suspension. C'est pour ça que je parle t'as parlé de maturité. Des fois, il y a un contexte aussi. Non, mais Angelo, t'as parlé de maturité. Moi, j'ai parlé de conneries. C'est-à-dire qu'il y a juste un moment, enfin, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu te fais suspendre 25 matchs, il revient, le premier match de retour, il met un game winner. Premier truc qu'il fait, c'est qu'il va voir la caméra en disant vous avez vu m'empêcher de jouer. Personne n'a voulu t'empêcher de jouer. C'est juste, on pouvait pas ne pas te suspendre. Et c'est juste de temps en temps, juste de l'intelligence de la situation, de voir exactement. Tu dis rien, et à la limite, tu reviens, tu fais, dans 1 an et demi, tu fais une pub Nike. Où tu fais genre tu vas faire et tu t'en amuses et là tu retournes le truc. Là le truc c'est que là juste c'est juste le moment où de temps en temps, au-delà du fait qu'on en a je pense que le premier geste a été beaucoup trop monté en le premier geste a beaucoup trop été monté en épingle. Un peu de narratif là-dessus. Le problème c'est que les projecteurs, vu qu'il le fait, les projecteurs sont sur lui. Et ça fait des choux gras, etc. Tu m'as dit que c'était un mec brillant, mais je savais pas à quel point. Franchement. Il est où? Marketing. Il est où? Je l'ai pas vu le mec brillant. Il est où? Il arrive à quelle heure? Marketing. Ou c'est peut-être sous le. Justement. S'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on avance. J'ai envie de passer au sujet suivant et parler d'une réflexion. Il y a une rumeur, enfin c'est plus qu'une rumeur maintenant, il y a eu des contacts qui ont été établis entre la NBA et certains clubs de foot européens pour s'implanter en Europe et pour créer la NBA en Europe. Ça fait même longtemps. C'est quelque chose qui, toujours, moi je pense j'en ai entendu. C'était comme ça dans les couloirs, etc. J'en ai entendu parler là, dans MVP Basket. Là, ça devient de plus en plus sérieux. Parce qu'en fait, déjà, maintenant, c'est le point de vue de qui? Parce que si on parle de l'Euroleague, malheureusement, c'est pas à leur avantage, bien évidemment. Je pense qu'on peut se rendre compte que si ça arrive, c'est pas à leur avantage.
Maintenant, on sait que l'Europe commence à prendre de plus en plus de poids dans le basket mondial. On le voit dans les JO, on voit dans les compétitions internationales, on le voit aussi par rapport au MVP aussi, on voit aussi aux joueurs. Aujourd'hui, on se dit même en NBA que il faudrait faire des matchs USA contre l'international, et on se dit même que l'international gagnerait aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques années, c'était impossible qu'on pense ça. Faut pas t'énerver. Non, pas du tout. Mais là où si tu n'aimes pas ton shit, parce que j'ai envie de te demander très simplement, t'es pour ou contre? Moi, personnellement, je suis contre. Après, moi, c'est peut-être mon ami conservateur, peut-être c'est moi, hein, mais l'Euroleague se porte très bien en ce moment. Voilà, ça fait que augmenter, le niveau est excellent. Ça fait plaisir, en fait, de voir la NBA et l'Euroleague, qui est deux baskets différents. Et certes, il faut peut-être un peu plus de budget en Euroleague, un peu plus d'exposition, etc. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait la NBA d'une part et qu'il y ait l'Euroleague d'une part. Ça permet de voir deux styles de basket totalement différents et de varier les plaisirs. Pour moi, voilà, c'est ce que je pense par rapport à ça. Pour ou contre? Alors, pour moi, c'est pas une histoire de pour ou de contre. C'est-à-dire que dans mon approche de ce sujet-là, j'aime le basket. J'aime le basket sous toutes ses formes et j'aime le basket compétitif. Donc, si vous êtes en train de me proposer un championnat extraordinaire où on aura des joueurs extraordinaires qui vont proposer un basket extraordinaire, que ça s'appelle NBA Europe ou Tartampion basket, ça n'a absolument pas la moindre importance pour moi. J'aime bien Tartampion basket. Je pense il y a un nom là-dedans. Hein, quand même. Enfin, je sais pas sur quelle chaîne ça peut passer. on va créer un Tartampion TV. Ouais. Sur Tartampion TV, exactement. Mais dans l'absolu, pour moi, c'est pas forcément le fait que la NBA crée une ligue en Europe, mais c'est comment. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, t'es en train de faire appel à des entités qui n'ont absolument rien à voir avec le basket, qui n'ont aucune culture basket, qui n'ont aucune histoire basket. Alors oui, il y a les finances. Super, il y a de l'argent. Ouais, c'est cool l'argent. C'est comme aller faire le Final Four de l'Euroleague à Dubaï. C'est bien les mecs. Force à vous les gars. C'est pas du tout en Europe. Ça n'a aucune culture basket. Vous auriez pu le faire à Belgrade. Vous voyez, vous me lancez sur un truc. Donc, donc, il a dit, c'est pas une question de pour ou contre. Clairement contre. Clairement. Non mais, vous dire, on va. Non, parce que il va développer. Que j'explique bien les propos. L'idée que la NBA crée quelque chose en Europe ne me déplaît pas du tout. C'est-à-dire que vous me dites que la NBA a la volonté de développer un produit qui est extraordinaire, qui est le meilleur championnat mondial, et d'essayer d'aider le basket international, entre guillemets, d'avoir une source de développement supérieure. Très bien. Mais l'Euroleague, ce dont tu parles justement, c'est peut-être là où, quelque part, de fil en aiguille, je me positionne contre, mais pas dans le principe, c'est dans l'exécution. Voilà. C'est ça, pour ça que je dis c'est pas je suis pour ou contre la NBA Europe, c'est ce qui est en train de se passer dans ce projet-là. Je vois tous les noms mentionnés, c'est que des entités, ou en tout cas majoritairement des entités non basket. Et là j'ai un problème. Parce que c'est comme quand tu es en train de m'expliquer que on va faire le Final Four Euroleague à Dubaï. Donc t'es en train de me parler juste de cash rules everything around me. Grim, get the money. Dollar bill, yo. Donc c'est ça qu'on est en train de parler, c'est-à-dire que maintenant on est en train de réduire le basket. I'm sorry. Ah pardon, mais c'est magnifique ce qu'on vous propose là. On est obligé, mais on a dit la culture aussi, non? Mais c'est ça en fait. C'est que philosophiquement, mon problème, vous m'auriez dit, vous êtes en train de faire un rapprochement avec le Pana. Faites un rapprochement avec Belgrade. Faites un rapprochement avec des grosses entités. Et d'essayer peut-être d'avoir une fusion ou une combinaison dans certains pays. On va dire, si c'est Paris Basketball avec le soutien du PSG, et de faire une sorte de fusion où les deux entités créent cette franchise NBA Europe avec la finance du PSG, une association, une nouvelle entité. Hein. On a eu le PSG Racing pendant longtemps. Oui, hein. PSG Agnières. On a eu beaucoup de choses de ce genre. Alors j'ai dit, ok, là on est en train de toucher du doigt le fait d'essayer de rassembler la culture basket, de rassembler ce qu'est le basket européen, parce que le basket européen n'est pas le basket NBA, ni dans sa manière d'être joué, ni dans l'approche des supporters, le fanatisme, c'est pas la même chose. Le basket NBA, c'est le sport spectacle. On va dans la salle, avec le popcorn, le hot dog, on sait que ça va pas forcément jouer très bien jusqu'au 4e quart-temps et puis on va commencer à se remuer un peu pour le 4e quart-temps. Il y a 82 matchs, ça n'a pas la même importance, il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de montée. Non, mais c'est pas le même sport. C'est exactement ça. C'est là où... Donc, si tu fais une NBA Europe et que tu veux en faire simplement un produit marketing parce que la NBA a peur de perdre un petit peu son levier,
Je m'identifie pas à ça. Si tu me dis que tu veux développer le basket et faire une sorte de fusion du basket spectacle, mais de conserver ce que fait du basket européen, ce qui fait le basket européen si spécial, alors là, amen. Voilà mon positionnement. Merci. Il est contre. Il est pas contre. pour ou contre, mais vas-y. Ouais, Il est contre. Si vous avez avancé sous le format actuel. Il gagne, qu'est-ce que t'en penses? Pour, contre. Alors, pour le coup, il y a vraiment, pareil, plein de sentiments contradictoires en moi. C'est-à-dire que j'ai grandi avec la NBA. Forcément. Tu me dis NBA Europe, j'en ai entendu parler encore une fois dans un magazine il y a longtemps. C'était des choses, c'était une espèce de... Oui, un espèce de truc qui se tramait depuis super longtemps, mais ça se faisait jamais. C'était dans Spirou Magazine, je crois qu'il avait vu. Exactement. Non, mais tu vois, je veux dire, dans un 5 majeur, dans un MVP basket, on avait commencé à en parler. Le truc, c'est que, fondamentalement, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est un projet. Là, il semblerait que, et je tiens à saluer l'équipe de First Team qui a fait une vidéo avec pas mal de réflexions intéressantes qui est dispo sur leur chaîne sur ce sujet-là. Parce que eux, ils ont glané quelques informations. Il y aurait déjà un budget minimum, un droit d'entrée par équipe, par franchise. On aurait les chiffres. Donc ça serait le ticket d'entrée pour monter une franchise NBA, c'est 500 millions de dollars. Donc 1,5 milliard, et tu peux éventuellement faire une équipe qui pourra prétendre à être dans les entre 10 et 14 franchises au départ. Donc pour la NBA Europe. Mills, tu l'as dit, à aucun moment la NBA ne parle d'Euroleague. Clairement, ils sont là pour fracasser. Enfin, je veux dire qu'ils veulent pas ils travaillent pas avec l'Euroleague, ils travaillent avec la FIBA. Donc ils veulent la balle. Ouais, c'est ça. Donc, le truc, c'est qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, on sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ils veulent des équipes, des franchises dans les grandes villes. Paris, Madrid. Est-ce qu'ils vont dire une équipe par pays, 2 équipes par pays? Et puis après, est-ce qu'ils vont vouloir... Il y a aussi un intérêt. La NBA, elle a vendu 76 milliards ses droits à TV. Plus personne ne regarde à la télé aux États-Unis. Ils savent que, tu l'as dit, Mills, que... Enfin, on le sait très bien, de toute façon, aujourd'hui. Et d'ailleurs, à quel moment, il y a 15 ans, vous auriez entendu des joueurs NBA, même des Américains, dire l'Euroleague, c'est bien. Jamais de la vie. Ils savaient même pas ce que c'était. Il y a 15 ans, il y en avait plein qui savaient même pas ce que c'était. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Juste parce que je t'en supplie, c'est ton émission. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Non, mais la raison, c'est juste que tu as mentionné un élément très important. Collaborer avec la FIBA et non l'Euroleague. Mais vous savez ce qui s'est passé entre la FIBA et l'Euroleague? Conceptuellement, il y avait un gros problème sportif. Et en plus, dans le mode de fonctionnement, est-ce qu'on n'est pas sur un parallèle et une proximité largement supérieure entre l'Euroleague et la NBA? L'Euroleague, ligue fermée. Oui. La FIBA qui veut quoi? Accès à une ligue ouverte où il y a des possibilités de montée et descente. Ça a été philosophiquement le gros problème entre l'Euroleague et la FIBA. Mais justement, là, donc tu parles de la NBA Europe. Oui, mais la NBA Europe, visiblement, il y aurait le truc un roster de base de 12 pour démarrer. Ouais. De 12 à 14 équipes. Ouais. Et 2 à 4 équipes qui se qualifient. Ouais, ok. Il y a rien, c'est juste des choses qui ont été... Donc tu essaies de fusionner les deux là. Pourquoi? Parce que tu veux pas détruire les championnats nationaux. Parce que bien sûr, il y a risque de phagocyter. Et donc là, t'arrives et tu fais... Donc, en fait, il y a que des questions à l'heure actuelle. Il y a que des questions. Il y a rien de concret pour l'instant. Exemple, les bureaux de la NBA en Europe, fascinant, c'est à Londres. J'ai vécu 10 ans à Londres. Pire ville pour le basket au monde. Personne ne sait ce que c'est. Tout le monde s'en cogne. Personne ne joue au basket. Vraiment. Si, par accident. Mais je veux dire, c'est vraiment pas... Ils ont été obligés de monter un championnat de toutes pièces parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient devoir... Vous avez une équipe aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 qui allait être qualifiée automatiquement pour le basket. Oui. Il n'y avait pas d'équipe de... Personne ne joue. Ils ont fait un championnat. J'ai des potes de mon frère de Charenton qui sont devenus professionnels en Angleterre. Non, je veux dire, tu vois, voilà, on en est là. Bref, les bureaux de la NBA sont à Londres. La NBA Europe, c'est eux qui s'en occupent. Donc, c'est des gens qui regardent quand même le truc européen. Voilà. Il y a eu... donc, je sais que, potentiellement, ils voudront
une franchise en Angleterre. Oui. Adossé à quoi? Tu vois, tu parlais du PSG. Ils ont parlé avec Manchester. Manchester, City. Arsenal, j'en sais rien. Manchester City. Et autre chose, tu parlais parce que à la limite, tu pourrais te dire, bah à la limite, il y a des gens qui arrivent, la NBA met de l'oseille. Paris Basketball, ils attirent on sait qu'il y a le projet, ils attirent des mecs. Est-ce qu'ils trouvent un deal avec le PSG, avec Nike, Adidas, c'est le bordel. Bon bref, ils trouvent un truc. Mais en tout cas, c'est éventuellement possible. Sauf que la France, elle peut avoir peut-être deux équipes. L'Espagne, peut-être deux équipes, parce que c'est des gros marchés. Ouais, mais le reste de l'Europe. La Grèce. Ouais. Après la Grèce, attention. Non, mais attends, la Grèce. La NBA Europe dit... Ouais, ce qui serait bien, c'est de fusionner... Enfin, tu vois, Olympiakos, c'est pas là, tu vas les fusionner? Tu veux qu'il y ait des morts? Non, mais tu vas dire que tout à coup... Non, mais attends, t'es en train de... Le Portel et Boulogne-sur-Mer pourraient pas fusionner. On essaie de parler de Pana et d'Olympiakos. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tout à coup... Tu vas créer un truc. Le truc, c'est que là, je pense que leur équation, parce que je pense que justement, ils s'en rendent compte, c'est de dire si on arrive et qu'on crée de toutes pièces un truc, c'est comme la Super League Exactement. au foot. Le parallèle est très intéressant. Comme la Super League au foot. C'est-à-dire que si t'arrives, tu crées un truc qui a pas d'histoire, qui a pas de truc avec le basket européen, bah, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est quand même d'avoir la base de gens qui aiment le basket un peu avec toi, au moins. Après, le marketing fera l'affaire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis surtout, est-ce que cette NBA Europe, il y a un lien, il y a une corrélation avec la NBA? Bah, donc si c'est pas une conférence, s'il y a pas de match où t'as pas les Bulls, c'est les Pistons, c'est les Knicks, les Knicks. Et on aimerait bien qu'ils viennent à Paris, ça ferait plaisir. Blue Sky. Orange Blue. Non, tu sais quoi? Moi, je suis contre les matchs internationaux. Je m'en fous qu'ils viennent à Paris, je vais les voir à New York. Je m'en fous. Ils arrivent, ils sont jet lag, ils sont pas là pour jouer au basket. Mais donc tu vois quel est le problème? On le sait, c'est normal. Mais je sais très bien. Vous n'êtes pas là, vous êtes là pour faire des Instagram et puis voilà. Mais dormir tout nu avec quelqu'un, on sait. Quel est le problème? Donc ça veut dire que tu parles de NBA Europe, mais elle est où la NBA là-dedans? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu veux créer un championnat. Deuxièmement, t'arrives et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. La volonté de faire un truc Europe et d'ajouter, parce que l'Euroleague était en train de parler de ça parce qu'ils savent que la NBA arrive. Parce que les mecs arrivent, ils disent bah vous avez des clubs israéliens en Euroleague. Bah ok, bah la NBA Europe, il y aura une équipe à Dubaï, une équipe à Abu Dhabi. Parce que c'est c'est pas loin. Politiquement, il faut faire un truc un peu... Donc on va faire NBA Europe, Moyen-Orient. Ouais, mais donc après, donc le truc c'est que soit tu fais un... Non mais t'arrives, c'est que si tu te fondes sur les bases, soit rachète l'Euroleague. Rachète l'Euroleague, parce que de toute façon l'Euroleague, c'est la danseuse de milliardaires européens, personne gagne d'oseille. Donc en fait la NBA Europe, là pour l'instant il y a que des questions. Il y a que des questions. Mais moi alors si vous me permettez, je me permets. Bah permettez. C'est ton émission. Non en fait moi alors pour moi je suis complètement contre et je pourrais articuler mon propos en 3 F. Fourbe, fallacieux, faible. Je voulais dire c'est un weak move, mais ça faisait pas 3 F, tu vois. Mais fourbe, parce que moi je trouve qu'il y a un manque de respect dans la démarche de la NBA. On connaît l'histoire de la NBA. C'est une ligue qui a été qui avait une ligue concurrente, et il y a beaucoup de règles et du terreau de la NBA qui vient de la ABA. Tu vois ce que je veux dire? La ligne à 3 points, c'est pas tout ça. Enfin, plein de choses. Voilà, on va pas faire l'histoire. Moi, je trouve ça que c'est fourbe parce que la manière dont ça aurait pu être fait avec respect, de contacter les clubs européens, de l'Euroleague, essayons de faire quelque chose, etc., parce que, effectivement, en termes de marketing, en termes de trucs, ça peut être génial. Tu contactes Nasser El Khelaifi, le président du PSG. On parle de quoi, là? Déjà ça. Fallacieux, parce que, effectivement, moi, je pense que c'est juste une manière de phagocyter le basket européen, de le récupérer, de se l'approprier, et arrêter de croire que LeBron va venir jouer à Boulazac ou je sais pas quoi. On verra pas LeBron à Paris en train de truc. C'est pas, ça va pas être, ça va être des joueurs de G-League. Et encore, peut-être qu'ils vont recruter des mecs de je ne sais où pour les faire venir. Ils vont mettre un beau nom, un beau logo et vous faire croire que c'est la NBA, mais ça n'a rien de la NBA en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et je terminerai par faible, parce que pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Vous avez les ratings NBA, ils sont en chute libre, on le sait. Depuis 10 ans. Hein. Depuis 10 ans, non, c'est pas juste là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une tendance et tout, c'est une réalité. 2 tiers de moins depuis 2000. C'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Et
bah, l'Europe a le vent en poupe. Parce qu'en termes de niveau, en termes de MVP NBA, pas de MVP NBA américain depuis 2018. Oui, après, c'est tout le temps le même. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Embiid ou Jokic. Voilà, mais il y a Giannis, mais en tout cas, c'est une première dans l'histoire. En termes d'attractivité aussi. En termes d'attractivité. Ces gens-là. Et qui potentiellement, Doncic ou Mbanyama, c'est potentiellement des MVP en puissance. Mais c'est un aveu de faiblesse dans le sens où il y a plein de joueurs NBA qui viennent jouer en Europe et qui se disent déjà, ils marchent pas sur l'Europe. On a vu Walker qui est venu à Monaco, il a marché sur personne. Kemba Walker, ouais, il arrivait déjà plus trop à marcher lui-même. C'est-à-dire qu'il y a plus cette domination, je sais pas quoi. Maintenant, l'Euroleague, des meilleures équipes d'Euroleague regardent certaines équipes NBA dans les yeux pour pas dire qu'ils en tapent la moitié. J'ai pas envie de faire une LeBron, ils tapent la moitié de la ligue. Mais en réalité, la NBA là, ils essaient de faire une espèce d'OPA de récupération et l'NBA, c'est américain, reste aux États-Unis. Nous, on est européens, on va avoir notre championnat, nos trucs. Ce sera moins bien, ce sera ce que vous voulez, mais ce sera à nous. Et moi, je suis pour la singularité de, tu vas en Grèce, c'est pas comme en Serbie, c'est pas comme au Japon, c'est pas comme au Nicaragua. Chacun a sa particularité et reste qui il est. Je suis totalement d'accord avec toi. La culture du supporter, tout ça, c'est pas dans parce que c'est pas du tout dans l'ADN NBA. Il y a pas de supporters en NBA, il y a des fans. Mais en fait, justement, des spectateurs. Là, je voudrais juste mettre une parenthèse avant de conclure. C'est que la NBA, des fois, quand tu allais dans certaines salles, tu avais une ambiance particulière. Là, je trouve que ça a disparu. Ça a beaucoup disparu dans le sens, par exemple, je prends un exemple, quand tu allais à Portland, je sais, par exemple, au début de l'année 2000, tu allais à Portland, c'était, tu vois, Sacramento. T'avais des ambiances assez particulières. Tu vois ce que je veux dire? Golden State, c'est l'époque de We Believe. T'avais une ambiance assez particulière. Oui, sur certains matchs. Après, en playoff. Après, c'est vrai que l'ADN des supporters en Europe, c'est quelque chose qui est très, très différent. C'est une culture. T'es des petits, tu supportes cette équipe-là. C'est à la vie, à la mort. Tu vas là-bas, tu crées une ambiance particulière, tu crées quelque chose de fou, tu vois. Miss, il est en train de faire un alley-oop pour notre prolongation, là. Vous savez pas, mais on vous réserve un truc. Parce qu'au final, on est en train de parler de la NBA et de cette culture qui manque par rapport au basket professionnel américain, en comparaison à l'Europe. Mais tout ce dont on est en train de parler, ils l'ont pour le championnat universitaire. Exactement. Oui. N'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Avec les clubs de foot et les clubs de, bien sûr. Soyez attentifs. Il y a un épisode de prolongation savoureux qui arrive. Je vous le dis juste. Bah, je laisse, Miz était en train de ce que je voulais dire, c'est par rapport à cela. Et puis, de toute façon, comme on dit, hein, ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as dit, chaque pays a sa culture basket. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en plus, tu le revois aussi quand il y a, par exemple, il y a le championnat, enfin, il y a le championnat international, l'Eurobasket. On le voit aussi quand il y a le championnat du monde, etc. Chaque équipe a sa culture et c'est là qu'on voit, par exemple, quand on voit l'Espagne, quand on voit la Serbie, comment ça joue, par exemple, on aime bien voir cette différence de culture. Même le Japon. Voilà, même le Japon. Exactement. On aime bien voir cette différence de culture. Et le fait que les États-Unis ramènent la NBA Europe là-bas, en Europe, justement, ça reste que, justement, d'enlever cette culture-là qui est très importante pour différents pays et qui, en plus, justement, permettait pour moi, le développement de l'Europe au niveau basket et justement dans les matchs internationaux on le voit par exemple au JO des confrontations beaucoup plus intéressantes en termes de matchs comme on parle par exemple comme Serbie contre les États-Unis. Je pense que c'est un des plus beaux matchs internationaux qu'on ait peut-être jamais vu depuis. Voilà. Après, est-ce que il y a même pas un autre move sous-jacent qui est de dire si on arrive et qu'on prend la FIBA en leur faisant une NBA Europe, pourquoi pas aligner les règles FIBA avec les règles NBA? Wow. Ce qui fait que dans les compétitions internationales, tu t'emmerdes plus avec les histoires. Là, tu t'assures. Est-ce que, alors je sais pas si c'est l'unique raison parce que la relation entre la NBA et l'équipe nationale est pas toujours géniale. Ouais, pas possible, hein. Mais d'une certaine manière, c'est l'équipe nationale qui fait rayonner la NBA dans le monde. Parce que c'est la Dream Team qui a introduit le basket américain. Mais ensuite, là où je suis totalement d'accord avec toi, moi en vrai, la NBA Europe, j'en ai rien à foutre. Puisque je suis même contre, si tu me demandes, que les équipes NBA viennent jouer des matchs de saison régulière en Europe. Ne faites pas ça. Si vous voulez faire un truc cool, les matchs sont nuls. Exactement. Les matchs sont nuls. Merci. C'est très cool pour faire des photos, mais les matchs en eux-mêmes sont nuls. Oui, c'est un truc le niveau, y a pas, personne ne sait pourquoi il est là. Nul! Techniquement, tactiquement, nul! Donc moi je suis même contre ça. C'était encore pire à Londres.
Londres, ça n'avait aucun sens. Là, et moi, ce que je dis, la NBA voulait faire un truc en Europe. Faites l'All-Star Game en Europe. Faites les All-Star Games itinérants. Faites la All-Star Week dans des pays différents et vous faites une équipe États-Unis contre le reste du monde. Et là, il se passe un truc, on relance l'intérêt. La NBA en Europe, pour l'instant, je suis d'accord avec toi, je peux pas être ni pour ni contre, je ne comprends toujours pas ce que c'est. Donc c'est... Écoute, on va garder ça comme mot de la fin. On ne comprend pas ce que c'est, voilà. Mais c'est bien, c'est ça a été vraiment intéressant d'avoir vos perspectives plutôt que dire oui juste pour, juste contre. On va devoir conclure parce que malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous savez que temps mort, on vous donne toujours un épisode en plus prolongation. On profite de ce moment pour remercier Ngueran d'être venu, même s'il reste. C'est pour la forme, tu connais. Merci. Merci. Quelle intervention magnifique. Non, il est brillant, il faut le dire. Il est brillant, il est brillant. L'homme est brillant. L'homme est brillant. Il s'appelle pas Danny. Alors, j'enchaîne, c'est une vanne de vieux. En fait, voilà, c'est pas. Mais merci beaucoup. J'ai essayé d'arriver comme Emoni Bates à la draft. Exactement. Et pour le coup, la fin était meilleure pour moi. Ouais, mais pour le coup. T'es à la maison, tu viens quand tu veux, vraiment, c'est... ça, c'est faux, c'est très bien, ça. Non, mais... Ça, tout le monde te le dit dans les médias. Je le sais, j'ai fait partie des médias. Je disais à tout le monde, viens quand tu veux. S'ils étaient venus un dimanche chez moi, je leur ai dit, dégage. Pour les dimanches, ils peuvent venir, donc il n'y a pas de problème. Bon, allez. Non, merci vraiment, merci de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Grand plaisir. Je t'en prie. Temps mort, les prolongations arrivent. Si vous voulez regarder une bonne vidéo, commentez, likez, partagez, c'est gratuit. Abonnez-vous, etc. On a besoin d'abonnés, on a besoin de traction, donc du soutien, c'est normal. Exactement. C'est le début, et puis surtout vos retours sont importants de part pour nous, pour avoir votre ressenti et aussi pouvoir faire des ajustements si nécessaire. Partagez avec nous les thèmes que vous aimeriez voir abordés, parce que le format prolongation, on l'a déjà mentionné, mais on le répète, c'est vraiment pour avoir une sorte de contenu un peu intemporel où on peut aussi prendre le temps d'aller en profondeur, parce que quand on est dans la couverture médiatique d'un sport, ça va tellement vite. Et puis quand on parle de basket, avec tous les championnats qu'on couvre, avec toutes les choses dont on peut discuter, sachant que toutes les semaines il y a des matchs, toutes les semaines il y a des choses qui se passent, on peut perdre un petit peu cette opportunité de vraiment traiter les sujets dans le fond. Et il y a tellement de choses intéressantes à dire. Donc n'hésitez pas à nous suggérer, ça nous facilite la vie, hein. Faites notre travail en fait. Donnez-nous les thèmes, faites notre travail, c'est très bien. Mais on va forcément prendre en considération tout ça. Merci pour les retours, parce que on vous voit un commentaire positif ou négatif, peu importe, on prend tout et on apprécie. Yo. Et puis, abonnez-vous, ça coûte rien. Et puis, ça nous permet nous de pouvoir continuer à grandir. Et voilà. Temps mort chaud sur toutes les plateformes. Et dites à Angelo qu'il a tort sur TikTok.